La voix du médecin résonnait encore dans mes oreilles, je suis désolé. Il n'y a pas de battement de cœur. Mais quand je le lui ai dit, mon mari ne m'a pas prise dans ses bras. Il a ricané, alors tu te pointes à mon anniversaire comme ça? Merci de l'avoir gâché. Ma poitrine me brûlait. Je suis restée silencieuse pendant que ses amis riaient dans la pièce d'un accent grave côté. Ce qui s'est passé après minuit a fait que mon mari aurait souhaité n'avoir jamais ouvert la bouche. Je m'appelle Azel et je m'apprête à vous raconter comment le pire jour de ma vie est devenu ma libération. 3 heures après avoir appris que ma grossesse de 12 semaines s'était terminée par une fausse couche, je me trouvais dans ma propre maison, servant des apéritifs à 40 invités qui célébraient l'anniversaire de mon mari, Ryan. L'odeur stérile de l'hôpital s'accrochait encore à mes vêtements, mon corps traitant encore la perte physique, quand il m'a prise à part dans notre cuisine et a prononcé cet mot qui allait briser nos 5 ans de mariage. Merci d'avoir gâché mon anniversaire. Ce qui s'est passé au cours des 24 heures suivantes allait exposer des liaisons, détruire des carrières et m'apprendre que nous devons parfois tout perdre pour découvrir notre propre valeur. Mais avant de revenir à cela, commentez votre âge et d'où vous regardez. Et si cette histoire résonne en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la tromperie, la trahison et la recherche de la force de reprendre sa vie en main. Les mots du médecin résonnent dans mon esprit comme un disque rayé. Chaque répétition est encore plus dévastatrice que la précédente. Je suis désolé. Il n'y a pas de battement de cœur. L'odeur stérile de l'antiseptique remplit mes narines, me soulevant l'estomac. Mon corps devient froid, partant de ma poitrine et rayonnant vers l'extérieur jusqu'à ce que même le bout de mes doigts soit engourdi. Les lèvres du docteur Morrison bougent encore, expliquant quelque chose sur les options et les procédures, mais tout ce que j'entends, c'est le bruit de mon sang dans mes oreilles, comme si j'étais sous l'eau. La salle d'examen semble soudainement trop petite, les murs se pressant contre moi, et je réalise que je retenais ma respiration. Madame Wheeler. La voix du docteur Morrison perce le brouillard. Azel, comprenez-vous ce que je vous dis? Je hoche la tête mécaniquement, bien que la compréhension semble impossible. Ce matin encore, j'avais senti ce flottement, ce mouvement magnifique et indubitable qui rendait tout réel. J'avais pressé ma main contre mon ventre sous la douche, chuchotant des promesses à la petite vie en moi. Nous allons rencontrer les amis de papa ce soir, avais-je dit, imaginant annoncer notre nouvelle à la fête d'anniversaire de Ryan. Ils vont être si heureux. Maintenant, ce flottement n'est qu'une sensation fantôme, un tour cruel de mon esprit désespéré. Souhaitez-vous quelques minutes seul, demande le docteur Morrison, son calme professionnel adouci par une sympathie sincère. Elle a déjà vu ça. Des femmes comme moi, assises dans ce même fauteuil, recevant cette même nouvelle. Mais pour moi, c'est la première fois, la seule fois. Mon bébé, mon premier bébé est parti. Oui, ai-je réussi à murmurer, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles. Elle me serre doucement l'épaule avant de partir. La porte se referme avec un clic d'une finalité qui me fait sursauter. Le silence qui suit est assourdissant. Sur l'écran de l'échographie, maintenant sombre, il n'y avait eu que l'immobilité là où il aurait dû y avoir un battement de cœur. Là où il y avait eu un battement de cœur il y a seulement 3 semaines. J'ai titubé jusqu'aux petites toilettes attenantes à la salle d'examen. Mes jambes me soutenaient à peine. La lumière fluorescente s'allume automatiquement, crue et impitoyable. J'agrippe le lavabo en porcelaine froide à 2 mains, mes jointures blanchissant sous la pression. Dans le miroir, une inconnue me regarde, pâle, les yeux creux, les lèvres tremblantes. Ce n'est pas la femme enceinte radieuse que j'étais il y a quelques heures à peine. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de brisé. Mon reflet se brouille alors que les larmes viennent enfin, chaudes et incessantes. Je presse une main sur ma bouche pour étouffer le son. Même s'il n'y a personne pour entendre, les sanglots viennent de quelque part au plus profond de moi, de l'endroit où je faisais déjà de la place pour cet enfant. J'avais déjà imaginé les premiers pas, les premiers mots, les premiers jours d'école. J'avais choisi des prénoms. Emma pour une fille, d'après ma grand-mère, James pour un garçon, d'après le père de Ryan. Maintenant, ces prénoms ne seraient jamais prononcés à voix haute, jamais appelés à travers les terrains de jeu ou murmurés comme des berceuses. Un léger coup à la porte interrompt ma crise. Madame Wheeler. C'est une infirmière, différente de celle qui m'avait préparé pour l'échographie. Sa voix est douce, prudente. Je suis Sarah. Le docteur Morrison m'a demandé de prendre de vos nouvelles. Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous que j'appelle votre mari, Ryan?
La pensée de lui envoie une nouvelle vague d'angoisse à travers moi. Comment lui dire? Comment détruire son anniversaire avec cette nouvelle? Mais alors, ne devrait-il pas vouloir le savoir immédiatement? Ne devrait-il pas tout laisser tomber pour être ici avec moi? Non, m'entends-je dire, en ouvrant légèrement la porte. Le visage de Sarah est gentil, marqué par la sagesse de quelqu'un qui a été témoin de trop de chagrin. Non. J'ai besoin d'un moment pour digérer ça moi-même d'abord. Elle hoche la tête, compréhensive. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai au poste des infirmières si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'urgence. Elle fait une pause, puis ajoute doucement, « Je suis vraiment désolé pour votre perte. » La phrase semble à la fois trop petite et trop énorme. Perte. Un mot si simple pour un deuil si complexe. Après son départ, je retourne dans la salle d'examen et me rassois dans le fauteuil. Mon sac à main est posé sur la petite table à côté de moi, et avec des doigts tremblants, je l'ouvre. Là, soigneusement glissée entre mon portefeuille et mon téléphone, se trouve la photo de l'échographie d'il y a 3 semaines. Cette belle image granuleuse de notre bébé à 9 semaines, une petite tache qui ressemblait plus à une cacahuète qu'à une personne, mais parfaite pour moi. La technicienne avait montré la tête, le début des bras. Battement de cœur fort, avait-elle dit joyeusement. Tout semble parfait. J'ai tracé l'image avec mon doigt, puis je l'ai soigneusement remise dans mon sac. Cette photo est tout ce que j'ai maintenant. La seule preuve que pendant 12 semaines, j'ai porté la vie en moi. Son poids semble énorme, comme si ce petit morceau de papier pouvait m'ancrer à la terre alors que tout le reste flotte. Mon téléphone vibre, me surprenant. Un texto de Ryan illumine l'écran. N'oublie pas de prendre le gâteau à la pâtisserie Morrison. Triple chocolat, 3 étages. Il ferme à 17h. Tout le monde arrive à 19h. Pas de « Comment vas-tu » Pas de « Comment s'est passé le rendez-vous » Juste des instructions, comme si j'étais son assistante personnelle plutôt que sa femme qui porte son enfant. J'avale difficilement. Je fixe le message, le lisant 3 fois avant que son insensibilité ne s'enregistre pleinement. Il savait que j'avais mon échographie des 12 semaines aujourd'hui. Nous en avions parlé la semaine dernière, bien qu'il ait été distrait, faisant défiler son téléphone pendant que j'expliquais que c'était la plus importante, celle où nous sortirions de la zone de danger. Il avait fait un son non engagé, quelque chose entre la reconnaissance et le dédain. Un autre texto apparaît. Aussi, assure-toi d'être belle ce soir. Les Henderson viennent, et tu sais à quel point Patricia peut être critique. Être belle. Comme si mon apparence était ce qui comptait en ce moment. Comme si j'étais une décoration pour sa fête plutôt qu'une personne vivant le pire jour de sa vie. Je fais défiler nos messages récents, cherchant quelque chose. N'importe quoi qui montre de l'inquiétude pour moi ou notre bébé, mais ce ne sont que des questions de logistique. Va chercher le pressing. N'oublie pas de payer le paysagiste. N'oublie pas la carte d'anniversaire de sa mère. Quand sommes-nous devenus ça? Quand suis-je devenu invisible, sauf pour ce que je pouvais faire pour lui? Un souvenir refait surface du début de ma grossesse, vers la 6e semaine, lorsque les nausées matinales étaient à leur comble. J'étais penché sur les toilettes, vomissant, quand Ryan était apparu dans l'embrasure de la porte. « Peux-tu faire moins de bruit » avait-il dit, l'irritation claire dans sa voix. « J'ai une réunion tôt et j'ai besoin de dormir. » Pas une main sur mon dos, pas un verre d'eau offert, juste l'agacement que ma souffrance le dérangeait. J'ai mis ça de côté à l'époque, me disant qu'il était stressé par la promotion qu'il visait. J'avais trouvé des excuses, comme toujours. Mais assise ici maintenant, dans cette pièce stérile, avec mon utérus vide et mon cœur brisé, je ne peux plus trouver d'excuses. L'horloge au mur indique 15h47. Je devrais partir si je veux récupérer son précieux gâteau. L'idée de le célébrer alors que mon corps est encore en train de traiter cette perte me donne la nausée. Mais quelle est l'alternative? L'appeler et le lui dire au téléphone? Gâcher sa fête avant qu'elle ne commence? Non, je vais rentrer à la maison. Je le lui dirai en personne et il comprendra. Il doit comprendre. C'est notre enfant que nous avons perdu. Sûrement que cela compte plus qu'une fête d'anniversaire. Je rassemble mes affaires lentement, chaque mouvement délibéré et prudent, comme si je pouvais me briser si je bougeais trop vite. Sarah apparaît alors que je sors de la salle d'examen. « Avez-vous quelqu'un pour vous ramener à la maison » demande-t-elle,
l'inquiétude évidente dans ses yeux. Je vais prendre un taxi, réponds-je. L'idée de naviguer dans la circulation en ce moment me semble impossible. Elle m'accompagne jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Sa présence est stable et réconfortante. Hazel, dit-elle alors que le taxi s'arrête. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'hôpital a des groupes de soutien, des conseillers. Vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. Seul. Le mot me suit dans le taxi, se posant lourdement sur ma poitrine. Où allez-vous ? Demande le chauffeur, me regardant dans le rétroviseur. Je lui donne notre adresse à Westfield, puis j'appuie ma tête contre la vitre fraîche. Dehors, le monde continue comme si de rien n'était. Les gens promènent des chiens, portent des sacs de course, rient dans leur téléphone. Une mère pousse une poussette et je dois détourner le regard. La vue est trop douloureuse à supporter. Comment tout peut-il paraître si normal alors que mon monde vient d'imploser ? Le chauffeur, heureusement, n'essaie pas de faire la conversation. Peut-être reconnaît-il le regard de quelqu'un qui tient à peine le coup. Le trajet de retour nous fait passer par le centre-ville, devant la pâtisserie Morrison où le gâteau de Ryan attend. Devant la boutique pour bébés où je regardais secrètement des berceaux en ligne. Devant le parc où j'imaginais pousser notre enfant sur les balançoires. Chaque point de repère ressemble à une petite mort. Un avenir qui ne sera jamais. Mon téléphone vibre à nouveau. Ryan, état pour le gâteau ? Les gens commencent à arriver en avance pour aider à installer. Les gens arrivent. La fête a lieu, que je sois prête ou non. Le temps ne s'est pas arrêté pour mon deuil. Un autre texto. Cette fois, de ma belle-sœur, Jennifer. J'ai hâte de te voir ce soir. Ryan dit que vous avez des nouvelles ? Mon estomac se noue. Il avait laissé entendre aux gens que nous avions des nouvelles. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il avait probablement prévu d'annoncer la grossesse à sa fête, pour que ce soit à son sujet, se prélassant dans les félicitations. Cette pensée me met en colère, un changement bienvenu par rapport à l'engourdissement. Alors que nous tournons dans notre rue, je peux voir notre maison déjà transformée. Des ballons attachés à la boîte aux lettres flottent dans la brise, argentés et bleus, les couleurs préférées de Ryan. Des voitures bordent l'allée et la rue. À travers la grande fenêtre du salon, je peux voir des gens bouger à l'intérieur, installant des décorations. Le contraste entre l'atmosphère festive et ma dévastation intérieure est discordant. C'est bon ici, dis-je au chauffeur, le faisant s'arrêter à quelques maisons de là. J'ai besoin d'un moment pour me ressaisir avant d'entrer dans ce chaos. Je paie et sors lentement, restant sur le trottoir alors que le taxi s'éloigne. Notre maison, une belle maison coloniale de 2 étages que Ryan avait insisté pour que nous achetions, même si cela mettait notre budget à rude épreuve, semble prête pour une célébration. Quelqu'un a suspendu des serpentins sur le porche, et je peux entendre de la musique s'échapper du jardin. À chaque pas vers la maison, mes jambes semblent plus lourdes. Je n'ai pas son gâteau. J'ai oublié d'être belle. Je suis sur le point d'entrer dans sa fête d'anniversaire et de la détruire avec ma nouvelle. Mais quel choix ai-je ? Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je ne peux pas sourire et servir des boissons alors que mon corps est encore en train de traiter cette perte. La porte d'entrée est légèrement entr'ouverte, et je peux entendre le rire de Ryan de l'intérieur. Ce rire retentissant et théâtral qu'il utilise quand il essaie d'impressionner les gens. Je pousse la porte et j'entre. Le hall d'entrée est bondé de sacs cadeaux et de bouteilles de vin. Par l'arche menant au salon, je peux voir au moins 20 personnes déjà présentes. 2 heures avant le début supposé de la fête. Ryan se tient au centre, tenant la cour, gesticulant de manière animée en racontant une histoire de son travail. Puis il me voit. Son visage s'illumine une fraction de seconde, le sourire étudié d'un homme saluant sa femme devant des invités. Mais ensuite, il remarque mon apparence, mes vêtements froissés, mes mains vides, mon visage qui, je le sais, doit avoir l'air détruit malgré mes tentatives de me composer un visage dans le taxi. Le sourire se fige, puis change. Sa mâchoire se crispe. Ses yeux se plissent légèrement, un regard que je ne connais que trop bien. Celui qui dit que je l'ai déçu. Il s'excuse auprès de son public et se dirige vers moi. Chaque pas est délibéré et contrôlé. Pour quiconque regarde, cela pourrait ressembler à un mari inquiet s'approchant de sa femme, mais je vois la véritable émotion dans ses yeux. L'agacement. Où est le gâteau ? Siffle Ryan à voix basse en m'atteignant. Sa main agrippe mon coude, pas assez fort pour faire mal,
mais assez fermement pour communiquer son mécontentement. Son eau de Cologne, habituellement réconfortante, me soulève maintenant l'estomac. Et pourquoi as-tu l'air? Il s'interrompt, jetant un regard en arrière sur nos invités, puis force un sourire. Parlons dans la cuisine. Il me guide à travers le salon, passant devant des visages familiers qui se brouillent. Je saisis des bribes d'inquiétude. Marc, le collègue de Ryan, fronce les sourcils. Jennifer commence à s'approcher, mais Ryan lui fait signe de s'éloigner d'un « J'ai juste besoin d'aider Hazel avec quelque chose dans la cuisine ». Sa voix est enjouée, théâtrale, rien à voir avec la tension qui émane de sa prise sur mon bras. La cuisine est heureusement vide, bien que je puisse entendre des gens sur la terrasse juste à l'extérieur des portes coulissantes. Des bouquets de ballons encombrent les coins, et quelqu'un a installé un bar à boissons élaboré sur l'îlot. Le présentoir à gâteaux est vide au centre de la table de la salle à manger, en attente. Ryan relâche mon bras et se tourne pour me faire face, son masque tombant instantanément. Mais qu'est-ce qui se passe, Hazel? La fête commence dans 2 heures et tu te pointes en ayant l'air. Il me désigne d'un geste dégoûté. Point de ça? Où est le gâteau? As-tu au moins pris le vin? Les mots sortent avant que je ne puisse les arrêter, à peine plus qu'un murmure. J'ai perdu le bébé. Pendant un instant, le silence s'étire entre nous. Je regarde son visage, attendant la transformation, que la confusion se transforme en compréhension, que la colère fonde en chagrin, que ses bras s'ouvrent et me serrent contre lui. J'attends qu'il redevienne l'homme que j'ai épousé. Celui qui m'a un jour tenu les cheveux quand j'avais une intoxication alimentaire, qui a pleuré à notre mariage quand j'ai descendu l'allée. Au lieu de cela, son visage se crispe en une expression que je ne peux décrire que comme de la rage. Alors, tu te pointes à mon anniversaire comme ça? Les mots sortent, tranchants, accusateurs, comme si j'avais délibérément orchestré ce moment pour le blesser. Je le fixe, incapable de traiter ce que j'entends. Ryan, as-tu entendu ce que j'ai dit? Notre bébé. Je t'ai entendu, lance-t-il, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Mon Dieu. Tout le monde est là. Tout le monde. Les Henderson ont conduit pendant 2 heures. Mon patron arrive. Et tu débarques avec ça. Il s'arrête, jetant un coup d'œil vers la porte coulissante où des ombres passent. Quand il me regarde à nouveau, son expression s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. On s'occupera de ça demain. Pour l'instant, j'ai besoin que tu te ressaisisses. Me ressaisir. Les mots sortent étranglés. Ryan, je sors de l'hôpital. Notre bébé est mort. Est-ce que tu comprends ça? Mort. Il tressaille au mot mais ne s'adoucit pas. Au contraire, sa mâchoire se serre encore plus. Baisse la voix, prévient-il en s'approchant. Écoute, je suis désolé, d'accord? C'est malheureux, mais on ne peut rien y faire pour le moment, n'est-ce pas? Et j'ai 40 personnes qui arrivent en s'attendant à une fête. Malheureux, comme un vol manqué ou une partie de golf annulée par la pluie. Pas la mort de notre enfant. Du salon, quelqu'un crie, surprise, suivi de rire et de confusion. D'autres arrivées précoces, s'attendant probablement à ce que Ryan soit choqué et ravi. Il ferme les yeux, respirant par le nez comme il le fait quand il essaie de contrôler sa colère. Quand il les rouvre, il me regarde avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. Un ressentiment pur et non dissimulé. Merci d'avoir gâché mon anniversaire, dit-il, chaque mot délibéré et blessant. Puis, sans attendre ma réponse, il ajuste son expression comme s'il mettait un masque et retourne vers le salon. Et, vous m'avez eu, l'entends-je dire, sa voix pleine d'une fausse surprise et de chaleur. Vous êtes en avance, les gars. Je reste figé dans la cuisine, mon esprit luttant pour concilier ce qui vient de se passer. Ce matin, j'étais enceinte. Il y a 1 heure, j'ai découvert que je ne l'étais plus. Et maintenant mon mari, l'homme qui est censé m'aimer par-dessus tout, vient de me remercier d'avoir gâché son anniversaire avec ma fausse couche. Mes mains tremblent. Non, tout mon corps tremble. J'agrippe le comptoir pour me soutenir, craignant de m'effondrer ici même, sur le carrelage design que Ryan avait insisté pour que nous ayons. Hazel. La voix de Jennifer me fait sursauter. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude se lisant sur son visage. Ma chérie, ça va? Tu as l'air. Je force mon visage à prendre quelque chose qui ressemble à un sourire.
J'ai l'impression que ma peau pourrait se fissurer sous l'effort. Je suis juste fatigué. Elle n'a pas l'air convaincue. Mais avant qu'elle ne puisse insister, Ryan apparaît derrière elle. Jen, peux-tu m'aider avec la playlist? Mark a connecté son téléphone, mais il n'arrive pas à faire fonctionner les haut-parleurs. Ses yeux croisent les miens par-dessus l'épaule de sa sœur, et le message est clair. Ressaisis-toi maintenant. Jennifer jette un coup d'œil entre nous, sentant quelque chose, mais Ryan l'éloigne déjà. Hazel allait juste se rafraîchir, dit-il sans me regarder. N'est-ce pas, ma chérie? Le terme affectueux sonne comme une menace. Oui, je réussis à dire. Je vais juste. Je reviens tout de suite. Je m'échappe à l'étage, chaque marche étant un effort. Notre chambre, autrefois mon sanctuaire, me semble étrangère maintenant. Le lit que nous partageons depuis 5 ans, où ce bébé a probablement été conçu, a l'air froid et peu accueillant. Sur ma table de chevet se trouve le journal de grossesse que j'avais commencé, rempli de mises à jour hebdomadaires et de lettres à notre enfant à naître. Je le fourre dans le tiroir, incapable de supporter de le regarder. Dans la salle de bain, je regarde à nouveau mon reflet. Mes yeux sont rouges et gonflés, mon visage marbré. Aucune quantité de maquillage ne pourra arranger ça, mais j'essaie quand même. Du fond de teint pour couvrir les rougeurs. Du mascara pour définir des yeux qui ne veulent rien de plus que se fermer. Du rouge à lèvres dans la teinte corail que Ryan aime, bien que l'idée de lui plaire en ce moment me rende malade. Alors que je termine, j'entends plus de voix en bas. La fête prend de l'ampleur, avec ou sans moi. Par la fenêtre, je peux voir des gens se rassembler sur la terrasse. Quelqu'un a allumé le brasero malgré la soirée chaude. Le rire de Ryan monte à travers le plancher, facile et insouciant, comme si de rien n'était, comme si notre enfant n'était pas mort aujourd'hui. Je descends les escaliers lentement, m'agrippant à la rampe. La maison est pleine maintenant, au moins 30 personnes, peut-être plus. La table de la salle à manger, sans gâteau, est chargée d'apéritifs que j'avais préparés hier, quand j'avais encore de l'espoir. Le plateau de fromage que j'avais arrangé en fredonnant pour le bébé. La trempette aux épinards que j'avais faite en imaginant annoncer aux parents de Ryan qu'ils allaient être grands-parents. La voilà. La voix de Ryan retentit alors que j'entre dans le salon. Il me traverse en 3 grandes enjambées, passant un bras autour de ma taille et me tirant contre lui. Pour quiconque regarde, nous devons avoir l'air du couple parfait. Seul moi peux sentir la pression d'avertissement de ses doigts contre mes côtes. Tout le monde, vous connaissez Hazel, dit-il, ce sourire étudié ne vacillant jamais. La femme qui me garde sain d'esprit. Il y a une vague de rire poli. Quelqu'un lève un verre dans notre direction. Je reste là, un sourire figé sur le visage, alors que les gens s'approchent les uns après les autres. Patricia Henderson me fait la bise et complimente la maison. La femme de Mark, dont je ne me souviens jamais du nom, s'extasie sur les apéritifs. David Chin, le patron de Ryan, me serre fermement la main et plaisante sur le fait que Ryan a de la chance de m'avoir mise dans sa poche. Il l'est certainement, réponds-je. Les mots ont un goût de cendre dans ma bouche. Pendant tout ce temps, Ryan garde sa main sur moi, ma taille, mon épaule, le creux de mon dos. Pour tout le monde, cela doit paraître affectueux, mais je sais mieux. Il me contrôle, s'assurant que je ne sorte pas du rang. Que je ne l'embarrasse pas. 1 heure passe dans un flou de petites conversations et de sourires forcés. Je flotte à travers tout ça comme un fantôme, présente, mais pas vraiment là. Mon corps bouge en pilote automatique, remplissant les verres, passant les apéritifs, riant au bon moment. Mais mon esprit est de retour dans cette chambre d'hôpital, regardant l'écran de l'échographie, attendant un battement de cœur qui ne vient jamais. Hazel, tu as l'air pâle, dit Patricia, m'étudiant avec ses yeux vifs qui ne manquent rien. Te sens-tu bien? Avant que je puisse répondre, Ryan intervient. Elle a combattu quelque chose toute la semaine, dit-il doucement. Je lui ai dit de se reposer aujourd'hui, mais vous connaissez Hazel, elle doit toujours jouer l'hôtesse parfaite. Patricia fait des bruits de sympathie pendant que je m'émerveille de la facilité avec laquelle les mensonges tombent de ses lèvres. Combattre quelque chose toute la semaine, comme si mes nausées matinales, ma fatigue, les efforts de mon corps pour faire grandir notre enfant n'étaient qu'un inconvénient à expliquer. Peut-être devrais-tu t'asseoir, suggère Emma Morrison, l'une de mes rares vraies amies ici. Elle me regarde avec une réelle inquiétude. Tu n'as vraiment pas l'air bien. Je vais bien, j'insiste, mais même moi,
je peux entendre à quel point ça sonne faible. En fait, intervient Ryan, sa main se resserrant sur mon épaule. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas avec quelque chose dans la cuisine? Son ton ne souffre aucune discussion. Une fois de nouveau seul, sa façade tombe. Tu es évidente, siffle-t-il. Emma pose déjà des questions. J'essaie, je murmure en retour, les larmes menaçant à nouveau. Ryan, s'il te plaît. J'ai besoin. Ce dont tu as besoin. Il me coupe la parole. C'est d'arrêter de faire en sorte que tout tourne autour de toi. C'est mon anniversaire. Mon anniversaire. Nous avons une nuit par an qui est censée être à mon sujet. Et tu ne peux même pas me donner ça. L'accusation est si tordue, si fondamentalement fausse que je ne peux pas former de mots. Une nuit qui est à son sujet. Quand est-ce que quelque chose a jamais été à mon sujet? Quand a-t-il jamais célébré mes réussites, mes besoins, mes pertes? Le gâteau, continue-t-il, comme si c'était ce qui comptait en ce moment. S'il te plaît, dis-moi que tu as au moins prévu une solution de rechange. Il n'y a pas de gâteau, dis-je platement. J'étais à l'hôpital en train de découvrir que notre bébé était mort. Je suis désolé que cela ait interféré avec tes plans de fête. Son visage rougit, et pendant un instant, je pense qu'il pourrait réellement me frapper. Il n'a jamais levé la main sur moi auparavant, mais il y a quelque chose de sauvage dans ses yeux que je n'ai jamais vu. Au lieu de cela, il recule, rit amèrement et secoue la tête. Tu sais quoi? Très bien. On se débrouillera sans. Mais toi, me pointe-t-il du doigt, tu vas retourner là-bas et faire semblant que tout est parfait. Tu vas sourire et rire et être la femme que tout le monde attend que tu sois. Et demain, quand tout le monde sera parti, nous parlerons de ton petit problème. Mon petit problème? Notre bébé mort est mon petit problème. Et si je ne le fais pas? La question nous surprend tous les deux. Il se penche près de moi. Assez près pour que je puisse sentir le whisky sur son haleine. Alors tout le monde là-bas saura exactement quel genre de femme tu es vraiment. Le genre qui ne peut même pas mener une grossesse à terme. Le genre qui se pointe à la fête d'anniversaire de son mari en ayant l'air d'une épave, sans même le gâteau qu'elle était censée apporter. Le genre qui fait tout tourner autour d'elle. La cruauté de ses propos me coupe le souffle. Il instrumentalisait ma fausse couche, la transformant en un échec personnel, un défaut de caractère. C'est qui il est vraiment. Je réalise que c'est qui il a toujours été. Je ne pouvais simplement pas le voir avant, ou je ne me laissais pas le voir. Maintenant, dit-il en reculant et en lissant sa chemise. Je vais aller trinquer avec mes amis. Tu vas te rafraîchir à nouveau et nous rejoindre. Et Hazel, il fait une pause à la porte. Essaie d'avoir l'air heureuse. C'est censé être une célébration. Il me laisse là, tremblante de rage, de chagrin et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble dangereusement à de la haine. Je l'entends dans le salon, sa voix portant par-dessus la musique. Désolé pour ça, tout le monde. Hazel ne se sent pas très bien, mais elle insiste pour tenir le coup. C'est ma femme. Ne sait jamais quand faire une pause. La foule fait des bruits de sympathie, et quelqu'un plaisante en disant qu'il ferait mieux de prendre soin de moi. Oh, je le ferai, répond-il, et le double sens de ses paroles me donne la chair de poule. Je me dirige vers l'évier, passant de l'eau froide sur mes poignets, essayant de calmer mon cœur qui s'emballe. Par la fenêtre, je peux voir la fête se poursuivre sur la terrasse. Ryan tient à nouveau la cour, gesticulant de manière animée, faisant rire tout le monde. Patricia Henderson touche son bras de manière flirteuse, et il ne se retire pas. Sa collègue, Melissa quelque chose, se tient trop près, riant trop fort à ses blagues. C'est ma vie, je pense. C'est ce à quoi je suis censé retourner, sourire, faire semblant de célébrer. Mon bébé est mort aujourd'hui, et on s'attend à ce que je serve des apéritifs et que je joue la femme parfaite. Une main touche mon épaule et je sursaute. C'est Emma, son visage plein d'inquiétude. Hazel, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois que tu as du mal. As-tu besoin de partir? Je peux trouver une excuse. Non, dis-je rapidement, sachant comment Ryan réagirait si je partais. Non, j'ai besoin d'une minute. Elle me serre l'épaule. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? N'importe quoi. Après son départ,
je prends une profonde inspiration et regarde l'horloge. Il est 20h15. La fête durera jusqu'à au moins minuit, peut-être plus tard. Encore 4 heures de cette torture. Je refais mon maquillage, notant que mes mains ont cessé de trembler. Quelque chose a changé en moi, le chagrin se cristallisant en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Je peux le faire, me dis-je. Je peux survivre à ce soir, mais demain, tout change. De retour à la fête, je me déplace dans la foule comme une actrice jouant un rôle. Je souris au bon moment, je ris des blagues de Ryan, je remplis les verres et je passe les assiettes. À l'intérieur, je calcule, j'observe, je remarque des choses auxquelles j'étais aveugle auparavant. La façon dont la main de Ryan s'attarde sur le dos de Melissa lorsqu'il la guide vers le bar. La façon dont il me rejette lorsque j'essaie de me joindre aux conversations. La façon dont ses amis me regardent avec pitié, pas avec envie. C'est l'heure de trinquer, crie quelqu'un et les verres sont levés. Ryan se tient au centre de la pièce, se prélassant dans l'attention. Merci à tous d'être venus, commence-t-il, sa voix douce et exercée. 35 ans sur cette terre, et je dois dire que la vie n'a jamais été meilleure. Un super travail, de super amis, et, il me jette un coup d'œil, ce faux sourire jouant sur ses lèvres. Une femme qui s'assure toujours que tout est parfait. Tout le monde applaudit et boit. Je lève mon verre d'eau. Je ne peux pas supporter l'alcool en ce moment, et je fais semblant de siroter. À de nombreuses autres années, lance David Chin, à de nombreuses autres, répète Ryan, mais il regarde Melissa quand il le dit. La fête continue autour de moi, mais je suis déjà parti, me retirant en moi-même où la douleur ne peut pas m'atteindre. Je pense à la photo de l'échographie dans mon sac à main, la seule preuve de la vie qui a brièvement existé. Je pense aux rêves que j'avais pour notre famille, maintenant brisés comme du verre sur le sol de l'hôpital. Je pense à l'homme que j'ai épousé et à l'étranger qu'il s'est révélé être. Hazel. La voix de Ryan interrompt mes pensées. On n'a plus de glace. Bien sûr que non. Et bien sûr, c'est mon travail de régler ça. Je me dirige vers le garage où nous gardons les sacs supplémentaires, accueillant la solitude momentanée. Dans l'obscurité, je m'autorise 3 profondes inspirations, 3 moments d'honnêteté avant de retourner à la performance. Quand je reviens avec la glace, Ryan régale la foule avec une histoire sur son dernier triomphe au travail. Et puis j'ai dit au client, faites-moi confiance, je sais que ça se vend. Et boum, le plus gros contrat du trimestre. Tout le monde applaudit. Patricia est pratiquement en pâmoison. Melissa touche son bras en guise de félicitations et je reste là, tenant un sac de glace, invisible sauf en cas de besoin. Un fantôme dans ma propre vie. L'horloge au mur indique 21h30. Encore 2h30. 2h30 de cette mascarade. Et puis, Hazel, ma chérie. Ryan appelle, cette fausse douceur dans sa voix qui me donne envie de crier. Pourquoi ne raconterais-tu pas à tout le monde cet événement caritatif que tu organises? Je n'organise aucun événement caritatif. C'est une autre de ses inventions. Une autre façon de nous donner une bonne image. Mais je souris et j'invente quelque chose sur une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. Et tout le monde hoche la tête avec approbation. Elle pense toujours aux autres, dit Ryan en me tirant contre lui. Parfois, je dois lui rappeler de penser aussi à elle. L'ironie est si épaisse que j'ai l'impression de m'étouffer. Au fur et à mesure que la nuit avance, j'entends des bribes de conversation qui ressemblent à des poignards. Jennifer disant à quelqu'un que Ryan fera un si bon père un jour. Marc plaisantant sur le fait que Ryan a la vie parfaite, le travail parfait, la maison parfaite, la femme parfaite. Patricia chuchotant à son mari que certaines femmes ne savent pas la chance qu'elles ont. Si seulement il savait. Si seulement il pouvait voir au-delà de cette façade soigneusement construite, jusqu'aux fondations pourries en dessous. À 23h45, alors que minuit approche, je m'excuse une fois de plus. Dans la salle de bain, je regarde mon reflet, le maquillage maculé malgré mes efforts, les yeux creux de fatigue et de chagrin. C'est à ça que ressemble la survie, je pense. C'est ce que coûte de garder les secrets de Ryan, de maintenir son image, d'être la femme qu'il exige. Mais alors que l'horloge se rapproche de minuit, de la fin de cet horrible anniversaire, je prends une décision. Je ne garderai plus ces secrets très longtemps. Ce soir, je terminerai cette performance, mais demain, les choses changeront. L'horloge sonne minuit alors que je descends les escaliers une dernière fois,
et je réalise avec une sombre satisfaction que son anniversaire est terminé, mais que mon heure de vérité ne fait que commencer. L'horloge a à peine fini de sonner minuit quand je retourne à la fête, et la première chose que je vois me glace le sang. Ryan est dans le coin près de la cheminée, son bras autour de la taille de Melissa, sa tête renversée en arrière de rire à quelque chose qui lui a chuchoté à l'oreille. Ce n'est pas le contact désinvolte de collègues. C'est intime, familier, exercé. Combien de fois se sont-ils tenus comme ça quand je n'étais pas là? Je les ai observés un instant, invisibles dans l'embrasure de la porte, alors que sa main glisse plus bas sur son dos. Elle ne se retire pas. Au lieu de cela, elle se penche contre lui, sa main reposant sur sa poitrine d'une manière qui parle de confort, d'habitude. Mon mari, qui il y a 6 heures a qualifié notre enfant mort de « malheureux », se réconforte dans les bras d'une autre femme à la fête que j'organise. Ils forment un beau couple, n'est-ce pas? Je me retourne brusquement pour trouver Patricia Henderson qui m'observe. Son expression est illisible. Il y a quelque chose dans ses yeux. Pas tout à fait de la sympathie, pas tout à fait de la méchanceté. De la connaissance, peut-être. Je suis désolé, je réussis à dire, bien que nous sachions toutes les deux que je l'ai parfaitement entendu. Elle prend une gorgée de son vin, réfléchissant à ses mots. Oh, je veux juste dire qu'ils travaillent bien ensemble au bureau. Ryan a mentionné à quel point Melissa a été utile avec le comte Morrison. Le comte Morrison. Celui qui le gardait tard au bureau 3 soirs par semaine depuis 2 mois. Les pièces du puzzle s'emboîtent avec une clarté écœurante. Oui, dis-je, ma voix étonnamment stable. Très utile. Patricia m'étudie un instant de plus, puis me tapote le bras. Tu as l'air épuisée, ma chère. Peut-être devrais-tu te reposer. Laisse Ryan s'occuper des invités. Laissez Ryan s'occuper des choses. Comme il s'est occupé de Melissa. Je me ferai un chemin à travers la foule, chaque pas délibéré, mes yeux ne les quittant jamais. D'autres invités commencent à le remarquer aussi. Les regards en coin, les conversations chuchotées derrière les verres levés. Depuis combien de temps est-ce évident pour tout le monde sauf pour moi? Ou les jeux toujours su, quelque part au fond de moi, et j'ai juste refusé de le voir? Super fête, Hazel. Mark Chin apparaît à côté de moi, légèrement ivre, inconscient de l'attention. Bien que quelqu'un ait mentionné qu'il devait y avoir un gâteau. Il y a eu un problème avec la commande, dis-je automatiquement. Le mensonge vient facilement maintenant. Je suis devenu doué pour les mensonges ce soir. Ah, eh bien, il y a plein d'alcool à la place. Il rit, puis se penche de manière conspiratrice. Entre toi et moi, Ryan est de si bonne humeur ces derniers temps. Cette promotion doit vraiment lui convenir, ou quelque chose d'autre. Bref, il fait un clin d'œil et s'éloigne, me laissant décortiquer son sens. La promotion qu'il a eue il y a 2 mois, juste au moment où les nuits tardives ont commencé. Je me force à regarder de nouveau Ryan et Melissa. Ils se sont légèrement séparés, mais elle se tient toujours trop près, son corps incliné vers le sien comme une plante cherchant le soleil. Il gesticule de manière animée, racontant une autre histoire, mais ses yeux ne cessent de trouver son visage, cherchant son approbation, son rire. Ne m'embarrasse pas, avait-il dit. Mais qu'en est-il de mon embarras? Debout ici, dans ma propre maison, pendant que mon mari courtise publiquement une autre femme, des heures après que j'ai perdu notre enfant. Hazel, te voilà. Jennifer s'approche avec 2 de ses amis que je reconnais vaguement. On parlait justement de ce voyage que toi et Ryan avez fait à Miami le mois dernier. Ça avait l'air incroyable. Nous ne sommes pas allés à Miami le mois dernier. Ryan est allé à Miami le mois dernier. Un voyage d'affaires, avait-il dit. J'étais resté à la maison parce que les nausées matinales étaient trop fortes pour prendre l'avion. Mais je souris et hoche la tête, jouant le jeu de l'histoire qu'il leur a racontée. Les plages étaient magnifiques, dis-je, me demandant si Melissa les a aimées. Très romantique. Jennifer a l'air confuse. Mais Ryan a dit que vous y étiez allé pour cette conférence médicale. Conférence médicale. Voyage d'affaires. Les mensonges se multiplient, se contredisant. Je peux voir Jennifer essayer de réconcilier les histoires, son front se plissant. Oh, on a mêlé l'utile à l'agréable, dis-je doucement, bien qu'à l'intérieur je crie. Ryan est doué pour le multitâche. De l'autre côté de la pièce, Melissa rit à nouveau, touchant le bras de Ryan. Il ne me jette même pas un regard, ne vérifie pas si je regarde,
si je vais bien. Je pourrais m'effondrer ici même, et il ne le remarquerait pas avant que quelqu'un n'interrompe son flirt pour le lui dire. Mon téléphone vibre dans ma poche. C'est Emma. Es-tu sûr que ça va? Tu as l'air sur le point de t'effondrer. Je lève les yeux pour la trouver qui m'observe de l'autre côté de la pièce. Une réelle inquiétude sur son visage. Au moins quelqu'un le remarque. Au moins quelqu'un s'en soucie. Je suis sur le point de répondre quand j'entends la voix de Ryan s'élever au-dessus de la foule. Hazel a toujours été dramatique à propos de ces choses. Vous vous souvenez quand elle pensait avoir l'appendicite et que c'était juste une intoxication alimentaire? Des rires parcourent le groupe autour de lui. Il raconte des histoires sur moi, faisant de moi la cible de blagues pendant que je suis là, saignant intérieurement, littéralement et métaphoriquement. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je plus fort que je ne le voulais. La pièce ne devient pas silencieuse, mais il y a une pause notable dans les conversations à proximité. Ryan se retourne, ses yeux lançant un avertissement. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Ce n'est pas ce qui s'est passé, je répète, marchant vers lui. Chaque pas ressemble à une marche dans des sables mouvants. Ce n'était pas une intoxication alimentaire. C'était un kyste ovarien qui a éclaté. J'ai été à l'hôpital pendant 2 jours. Son sourire se crispe. Tu es sûr? Je me souviens distinctement. J'en suis sûr, je le coupe. Tout comme je suis sûr de beaucoup de choses. La tension dans la pièce change, devient palpable. Mélissa recule légèrement, ses yeux passant de l'un à l'autre. Bien. Qu'elle se sente mal à l'aise pour une fois. Peut-être devrions-nous rentrer, suggère David Chin, sentant clairement l'hostilité montante. Il se fait tard. Absolument pas, claironne Ryan, mais son ton jovial sonne forcé maintenant. La nuit est encore jeune. Hazel est juste fatiguée. N'est-ce pas, ma chérie? Le terme affectueux est un avertissement. Une menace enrobée de sucre. Mais quelque chose en moi a cédé. Le contrôle prudent que j'ai maintenu toute la soirée se fissure. En fait, oui, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Je suis très fatigué. Épuisé, vraiment. Ça a été une longue journée à l'hôpital. Je le vois traiter mes mots, le léger élargissement de ses yeux alors qu'il réalise ce que je viens de dire devant tout le monde. Jennifer allait doucement. Emma commence à se diriger vers moi. L'hôpital? Demande Jennifer, l'inquiétude inondant sa voix. Hazel, qu'est-ce que? Elle avait un contrôle de routine, interrompt rapidement Ryan, sa main soudainement sur mon coude à nouveau, serrant trop fort. Rien de grave, n'est-ce pas, ma chérie? C'est le moment. Le moment où je pourrais tout exposer, leur parler de la fausse couche, de sa cruauté, de la façon dont il m'a remercié d'avoir gâché son anniversaire avec mon bébé mort. La pièce semble retenir son souffle, en attente. Mais je vois le visage de Mélissa, ni suffisant ni satisfait, mais réellement confus. Elle ne sait pas. Quoi qu'il se soit passé entre eux, elle ne sait pas pour la grossesse, la perte. Elle couchait, ou du moins était émotionnellement impliquée, avec un homme dont la femme était enceinte et elle ne le sait même pas, c'est ça, dis-je finalement, la combativité m'abandonnant aussi vite qu'elle était venue. Rien de grave. Mais Emma n'y croit pas. Elle est à mes côtés maintenant, son bras autour de mes épaules. Viens, dit-elle doucement. Allons prendre l'air. Ryan essaie de s'opposer, mais David Chin escorte déjà les gens vers la porte, lisant la pièce mieux que mon mari n'a jamais pu le faire. Réunion tôt demain, dit-il diplomatiquement. On devrait tous y aller. L'exode commence. Les invités murmurant des adieux polis, rassemblant manteaux et sacs. Certains nous jettent des regards curieux. D'autres évitent délibérément le contact visuel. Patricia Henderson s'arrête à côté de moi en sortant. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle doucement, me tendant une carte de visite. N'importe quoi. Je regarde la carte. Elle est avocate spécialisée en divorce. Ryan le voit aussi, son visage devenant rouge foncé. Après le départ de Patricia, il m'arrache la carte des mains, la déchirant en deux. On n'a pas besoin de ça, dit-il entre ses dents serrées. Vraiment, je demande, surprise de ma propre audace. Parce que d'où je suis. Tu es hystérique, dit-il, mais sa voix manque de sa conviction habituelle. Les gens sont encore à portée de voix, ils regardent encore. Mélissa hésite près de la porte,
clairement incertaine de savoir si elle doit rester ou partir. Je devrais y aller aussi, dit-elle finalement, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Joyeux anniversaire, Ryan. Hazel, charmante soirée. Charmante soirée où mon mari l'a pelotée pendant que je servais des boissons des heures après ma fausse couche. Mélissa, j'appelle alors qu'elle atteint la porte. Elle se retourne, lasse. Ces longues nuits au bureau doivent être épuisantes. Toutes ces heures supplémentaires sur le compte Morrison. Son visage pâlit légèrement. Ah, oui. Ça a été un trimestre chargé. C'est drôle, je continue, ma voix conversationnellement légère. Ryan a dit que ce compte était bouclé il y a un mois. Le mensonge vient si facilement, mais l'effet est immédiat. Les yeux de Mélissa s'écarquillent, se tournant vers Ryan. Sa mâchoire se serre. J'ai dû me tromper, dit-elle rapidement, puis elle s'enfuit. Jennifer est l'une des dernières à partir, me serrant fort dans ses bras à la porte. Hazel, murmure-t-elle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas l'air bien et Ryan. Elle s'interrompt, jetant un coup d'œil à son frère, qui ramasse avec colère des verres vides. Appelle-moi, d'accord? Demain. Je hoche la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Emma me serre la main avant de partir, glissant sa propre carte de visite dans ma poche. Je le pense vraiment, dit-elle. Tout ce dont tu as besoin. Et puis ils sont tous partis. Et il ne reste que Ryan et moi dans notre salon dévasté. Des assiettes avec de la nourriture à moitié mangée, des verres tachés de rouge à lèvres, l'odeur persistante de trop de parfum et d'eau de Cologne. Les détritus d'une fête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Tu as essayé de m'humilier, dit Ryan, sa voix basse et dangereuse. Devant mes collègues, mon patron, ma famille. J'ai essayé. Je ris, mais ça sonne creux. Ryan, tu étais pratiquement en train de Mélissa contre une cheminée. Ne sois pas grossière, lance-t-il. Et ne sois pas ridicule. Mélissa et moi travaillons ensemble. Si tu ne supportes pas que j'ai des collègues femmes. Arrête, dis-je, l'épuisement m'envahissant comme une vague. Arrête, c'est tout. Je sais que tu couches avec elle. Tout le monde à cette fête le savait. Patricia Henderson m'a donné sa carte d'avocate en divorce. Pour l'amour de Dieu. Il reste silencieux un moment, et quand il parle, sa voix est différente, calculatrice. Tu ne peux rien prouver. Le voilà. Pas un déni, mais un défi. Tu ne peux pas le prouver. Miami, dis-je simplement. La conférence médicale que Jennifer pensait être des vacances à la plage. C'était quoi, Ryan? Son visage s'assombrit. Tu es en deuil, tu ne penses pas clairement, tu fais des liens qui n'existent pas, notre bébé est mort aujourd'hui, dis-je, chaque mot délibéré. 12 semaines envolées. Et tu m'as remercié d'avoir gâché ton anniversaire. Tu l'as gâché, rétorque-t-il. Le gâteau, te pointer en ayant l'air de la mort, faire des commentaires désobligeants toute la nuit. J'ai fait une fausse couche. Le cri déchire ma gorge. Brut et primal. Notre enfant est mort. Et tu te soucies plus de ta fête? Sa main claque sur le comptoir, me faisant sursauter. Ce n'était pas un enfant. C'était à peine un fœtus. Pour l'amour de Dieu, Hazel, les femmes font des fausses couches tous les jours, mais elles ne s'en servent pas comme excuse pour détruire la réputation de leur mari. Les mots flottent entre nous, irréparables et impardonnables. Sors, dis-je doucement. Excuse-moi. Sors de cette maison. Dors à ton bureau. Dors avec Mélissa. Je m'en fiche. Sors, c'est tout. Il rit, un rire laid et dur. C'est ma maison. Je paie l'hypothèque. Avec notre revenu commun, je lui rappelle. De notre compte commun. Voudrais-tu expliquer à un juge pourquoi tu as dépensé $3000 chez Tiffany le mois dernier? Parce que je n'ai vu aucun bijou. La dépense chez Tiffany, que j'avais remarqué mais ignoré, me disant que ce devait être une surprise pour moi. Mais mon anniversaire était il y a 2 mois, et Noël est dans des mois. Son visage passe par plusieurs émotions, rage, peur, calcul. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. Nous nous regardons à travers les décombres de sa fête. 2 étrangers qui se sont un jour promis de s'aimer pour toujours. Quand sommes-nous devenus ça? Était-ce progressif ou a-t-il toujours été cet homme,
juste meilleur pour le cacher? Mon téléphone vibre. C'est un texto d'un numéro inconnu. C'est Patricia Henderson. Je pensais ce que j'ai dit. Ma collègue est spécialisée dans les divorces complexes. La première consultation est gratuite. Ryan me voit le lire et quelque chose change dans son expression. Pour la première fois ce soir, il a l'air effrayé. Qui t'envoie des textos à cette heure? Demande Ryan en essayant de prendre mon téléphone. Je le retire, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Quelqu'un qui se soucie réellement de mon bien-être. Ne sois pas dramatique. Mais sa voix manque de son autorité habituelle. Il est déstabilisé par mon défi. Cette nouvelle version de moi qui n'obéit pas immédiatement. Écoute, ça a été une longue nuit. Nous sommes tous les deux fatigués, émotifs. On va juste. Il n'y a pas de on va juste, j'interromps. Tu as été clair quand tu as choisi ta fête d'anniversaire plutôt que la mort de notre enfant. Mon Dieu, vas-tu arrêter de l'appeler comme ça? Il passe ses mains dans ses cheveux, décoiffant le style parfait qu'il avait maintenu toute la soirée. Ce n'était pas un enfant. C'était une grossesse. Une grossesse ratée. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent, je répète, goûtant l'insensibilité des mots. C'est ce que tu diras à Mélissa quand elle fera une fausse couche? Ou t'en soucieras-tu réellement parce que ça arrive à quelqu'un que tu aimes? Le silence qui suit est une réponse suffisante. Depuis combien de temps, je demande, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Il hausse les épaules, tentant la nonchalance mais échouant. Je ne sais pas de quoi tu parles. La dépense chez Tiffany était pour elle, n'est-ce pas? Il ne répond pas, mais sa mâchoire se crispe jusqu'à ce que j'ai appris à lire en 5 ans de mariage. Le voyage à Miami, les nuits tardives, la nouvelle eau de Cologne. Les pièces se mettent en place une par une. Un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Depuis combien de temps, Ryan? Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il finalement, et je ris presque du cliché. Alors dis-moi ce que c'est. Il commence à faire les 100 pas, son énergie nerveuse remplissant la pièce. Tu as changé après être tombée enceinte. Tout est devenu à propos du bébé. Tu étais malade tout le temps, tu te plaignais constamment. J'avais l'hyperémèse gravidique. J'ai été hospitalisé 2 fois. Et tu as arrêté de prendre soin de toi, de te soucier de nous, de moi. Je portais ton enfant. Mon enfant? Il se tourne pour me faire face, son expression laide. Comment puis-je même savoir que c'était le mien? Tu étais si désireuse de tomber enceinte, si désespérée. Pour tout ce que j'en sais. La gifle arrive avant que je réalise que j'ai bougé. Ma paume rencontre sa joue avec un claquement qui résonne dans la pièce. Nous nous figeons tous les deux, choqués. Je n'ai jamais frappé personne de ma vie. Comment oses-tu, je murmure, ma main me piquant. Comment oses-tu? Question. Tu m'as frappé. Il touche sa joue, vraiment stupéfait. Tu m'as réellement frappé. Et tu me détruis depuis des mois, des années peut-être. Qu'est-ce qui est pire? Il recule et pendant un instant, je vois quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité, du regret, mais c'est parti aussi vite que c'est apparu, remplacé par un calcul froid. Personne ne te croira, dit-il. Je suis respecté dans cette communauté. Tu es la femme qui s'est pointée débraillée à ma fête d'anniversaire, qui a fait une scène, et maintenant tu es hystérique de chagrin. Si tu essaies de me quitter, si tu essaies de prendre quoi que ce soit, je m'assurerai que tout le monde sache que tu es instable. Comme tu leur as dit que j'étais dramatique. Comme tu m'as manipulé toute la nuit. Manipulation psychologique. Il ricane. Tu as lu trop d'articles sur Internet. Personne ne t'a manipulé. Tu es émotive et tu ne penses pas clairement. Je me dirige vers le tiroir de la cuisine où je garde mon chargeur de téléphone, sortant autre chose à la place. Mon téléphone de tout à l'heure, toujours en train d'enregistrer. Je l'avais démarré quand j'étais allé chercher de la glace. Un instinct me disant que j'aurais peut-être besoin de preuves. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il reconnaît ce que je tiens. Tu m'as enregistré? Je nous ai enregistrés. Je corrige. Ton dédain pour notre enfant. Ta liaison avec Mélissa. Tes menaces. C'est illégal. Tu ne peux pas enregistrer sans consentement. L'Indiana est un État où le consentement d'une seule partie est requis, dis-je,
reconnaissante pour les recherches que j'avais faites il y a des mois quand j'ai soupçonné la liaison pour la première fois. Je peux enregistrer n'importe quelle conversation dont je fais partie. Son visage est devenu pâle. Hazel, écoute. Non, toi écoute. Je suis surprise de la fermeté de ma voix. Les larmes ont cessé, remplacées par quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Demain matin, tu vas partir. Tu feras une valise et tu iras loger ailleurs. Hôtel, chez Mélissa. Je m'en fiche. Mais tu ne seras pas ici. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Notre maison, je corrige. Et oui, je peux. À moins que tu ne préfères que j'envoie cet enregistrement à David Chin. Je suis sûr qu'il serait très intéressé d'entendre comment tu te comportes, surtout la partie sur Mélissa. Votre entreprise n'a-t-elle pas une politique sur les relations entre supérieurs et subordonnés? Il est piégé et nous le savons tous les deux. Mélissa est sous ses ordres depuis 1 an. La relation est une violation de la politique de l'entreprise. Motif de licenciement immédiat. Tu ne le ferais pas. Tu ruinerais nos 2 vies. Tu as déjà ruiné la mienne, dis-je simplement. La question est de savoir si je ruine aussi la tienne, ou si tu pars tranquillement, et que nous réglons ça comme des adultes. L'horloge au mur tic-tac bruyamment dans le silence. Son anniversaire est terminé depuis 47 minutes, mais ça, quoi que ce soit, ne fait que commencer. J'ai besoin de temps pour trouver un endroit, dit-il, finalement vaincu. Tu as jusqu'à demain midi. Ce n'est pas raisonnable. Remercier ta femme d'avoir gâché ton anniversaire avec sa fausse couche n'est pas raisonnable non plus. Mais nous en sommes là. Il tressaille au rappel. Bien. Je veux qu'il tressaille. Je veux qu'il se souvienne de ce moment. De cette nuit, de cette implosion spectaculaire de la vie qu'il pensait contrôler. Et le travail? Les gens parleront si je reste à l'hôtel. Les gens parlent déjà, je lui rappelle. Patricia Henderson sait. Jennifer suspecte. Emma sait définitivement que quelque chose ne va pas. La question est de savoir quelle histoire ils entendront. Que nous nous séparons à l'amiable ou que tu as été licencié pour inconduite sexuelle et abus émotionnel. Abus émotionnel. Il rit amèrement. Parce que je n'ai pas réagi comme tu le voulais à ta fausse couche. Parce que tu m'as systématiquement isolé, manipulé, et trahi pendant que je portais ton enfant. Parce que tu m'as fait sentir que j'étais folle de soupçonner ce que tout le monde pouvait voir. Parce que même maintenant, des heures après le pire jour de ma vie, tu essaies de me faire passer pour la méchante. Il commence à répondre, puis s'arrête. Peut-être réalise-t-il enfin que chaque mot qu'il dit est enregistré. Ou peut-être est-il simplement trop fatigué pour continuer à se battre. J'aurai besoin de mes costumes pour le travail, dit-il à la place, pratique jusqu'au bout. Prends-les. Prends tout ce dont tu as besoin pour l'immédiat. On réglera le reste plus tard. Avec des avocats, je suppose. Oui, dis-je simplement. Avec des avocats. Il regarde autour de la pièce les restes de sa fête, la vie que nous avons construite ensemble, moi. Pendant un instant, son masque glisse complètement, et je vois quelque chose que je n'attendais pas. De la peur. Pas de moi, pas du divorce, mais de quelque chose de plus profond. La peur d'un homme qui réalise qu'il a détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie pour quelque chose de fugace et de superficiel. Je t'ai aimé, dit-il doucement. Au début. Je sais, je réponds, et c'est vrai. Je me souviens de cet homme, celui qui m'apportait de la soupe quand j'étais malade, qui a pleuré quand j'ai dit oui à sa demande en mariage, qui parlait des enfants que nous aurions et de la vie que nous construirions. Mais tu t'aimais plus. Il ne le nie pas. Le silence s'étire entre nous jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Je partirai le matin. Très bien. Il se dirige vers les escaliers, puis s'arrête. Le bébé, c'était un garçon ou une fille? La question me prend au dépourvu, et pendant un instant, mon sang-froid se fissure. Je ne sais pas. C'était trop tôt pour le dire. Il hoche la tête, continue de monter les escaliers. J'entends la porte de la chambre d'amis se fermer, et je suis seul. Je m'effondre sur le canapé, soudainement épuisé au-delà de toute mesure. L'adrénaline qui m'a maintenu debout pendant des heures s'estompe, laissant derrière elle une lassitude profonde. Mon corps me fait mal à cause de la fausse couche, de la tension, de m'être tenu droite quand tout ce que je voulais, c'était m'effondrer.
Mon téléphone vibre à nouveau. Emma, je vérifie juste une dernière fois. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Je réponds par texto, j'irai bien. Et pour la première fois ce soir, je pense que c'est peut-être vrai. Pas maintenant, pas demain, peut-être pas avant des mois, mais un jour, j'irai bien. Je sors la photo de l'échographie de mon sac à main, la regardant à la lumière de la lampe. Ce petit être qui a existé pendant 12 semaines, que je ne rencontrerai jamais, mais que j'aimerai toujours. Je suis désolé, je murmure à l'image. Je suis désolé que ton père soit qui il est. Je suis désolé que tu n'aies jamais pu exister dans ce monde. Mais je te promets, ta courte vie a compté. Elle m'a changé. Elle m'a montré qui il est vraiment et qui je dois être. L'horloge sonne 1h du matin et je réalise que je suis toujours dans les vêtements que je portais à l'hôpital ce matin. Hier matin maintenant. Cela semble une éternité. J'étais une personne différente alors, croyant encore que mon mariage pouvait être sauvé, espérant encore que Ryan serait le partenaire dont j'avais besoin. Je me lève, ramassant automatiquement quelques débris de la fête, puis je m'arrête. Ce n'est pas mon désordre à nettoyer. Plus maintenant. Au lieu de cela, je monte les escaliers prudemment, silencieusement, passant devant la chambre d'amis où j'entends Ryan bouger, probablement au téléphone avec Melissa, et j'entre dans notre chambre. Ma chambre maintenant. Je verrouille la porte, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, et je fais couler un bain chaud. En m'immergeant dans l'eau, je me laisse enfin pleurer pleinement. Pas les sanglots désespérés et les de la salle de bain de l'hôpital, mais quelque chose de plus profond, de plus cathartique. Je pleure pour mon bébé, pour mon mariage, pour la femme que j'étais ce matin qui croyait que les choses s'amélioreraient. Mais je pleure aussi de soulagement. La vérité est sortie. La façade est brisée. Je n'ai plus à faire semblant. Plus à trouver d'excuses. Plus à me demander si je suis folle de soupçonner ce que je sais maintenant être vrai. Mon téléphone, posé sur le comptoir de la salle de bain, s'illumine de messages. Jennifer qui prend des nouvelles. Emma qui m'offre sa chambre d'amis si j'en ai besoin. Même un texto de la femme de Mark Chen disant qu'elle est désolée pour ce que je traverse et qu'elle n'a jamais aimé la façon dont Ryan parlait de moi quand je n'étais pas là. Quand je n'étais pas là. Combien de fois m'a-t-il rabaissé devant ses collègues? Combien de blagues à mes dépens? Combien de plaintes sur la femme harcelante à la maison? Mais il y a aussi des messages de soutien. Plus que je ne l'attendais. Des femmes que je connaissais à peine offrant de l'aide, partageant leurs propres histoires de reconnaissance et de fuite. Patricia Henderson a envoyé 3 recommandations d'avocats et un lien vers un groupe de soutien pour les femmes quittant des situations d'abus émotionnels. Abus émotionnel. Les mots semblent encore étrangers, trop dramatiques pour ce que j'ai vécu. Mais alors que je suis allongé dans l'eau du bain qui refroidit, je catalogue les signes que j'ai ignorés. La façon dont il déformait mes mots, me faisant douter de ma propre mémoire. Les critiques subtiles déguisées en blagues. L'isolement des amis qu'il n'approuvait pas. Le déplacement constant des objectifs. Rien de ce que je faisais n'était jamais tout à fait assez bien. Et aujourd'hui, la cruauté ultime, transformer ma fausse couche en un inconvénient, une trahison de son jour spécial. L'eau est devenue froide au moment où je sors enfin, m'enveloppant dans la robe de chambre la plus douce que je possède. Il est 2h du matin maintenant. La maison est silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du bois qui se tasse. Je devrais dormir. Mon corps a désespérément besoin de repos, mais je suis complètement réveillé, survolté par le chagrin, l'adrénaline et quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Je m'assois à ma coiffeuse, me regardant dans le miroir. Mes yeux sont gonflés, mon visage pâle et tiré. Mais il y a quelque chose de différent aussi. Une droiture dans ma colonne vertébrale, une détermination dans ma mâchoire. Je ressemble à quelqu'un qui a traversé l'enfer et a survécu. Demain, aujourd'hui techniquement, tout change. Ryan partira. J'appellerai le collègue de Patricia. Je commencerai le processus de démêlage de 5 ans de vie entremêlée. Ce sera désordonné, douloureux et épuisant. Mais ce soir, dans les ruines de ce qui était censé être une célébration, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas avoir perdu, moi-même. La femme qui existait avant que les critiques de Ryan ne l'usent. La femme qui avait des rêves au-delà d'être la femme parfaite. La femme qui mérite mieux que des miettes d'affection et une manipulation psychologique constante. J'ouvre mon ordinateur portable et crée un nouveau document, l'intitulant « Preuve ». Puis je commence à taper,
documentant tout ce dont je peux me souvenir, les dates, les incidents, les conversations, le reçu de Tiffany, les nuits où il était censé être au bureau, les commentaires cruels déguisés en blagues, les façons dont il m'a démoli brique par brique jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Il est 3 heures du matin quand je ferme enfin l'ordinateur portable, mes yeux brûlants de fatigue. Mais le document fait 15 pages, un témoignage de ce que j'ai enduré et de ce que je n'accepterai plus. En me glissant dans le lit où notre enfant a été conçu, où Ryan ne dormira plus jamais, je touche une dernière fois mon ventre encore gonflé. Merci, je murmure au bébé qui ne sera jamais. Merci de m'avoir montré la vérité. Merci de m'avoir donné la force de partir. L'horloge sur la table de chevet indique 3h33. En folklore, on dit que 3h33 est un moment magique. Quand le voile entre les mondes est le plus mince. Quand la transformation est possible. Je ne crois pas en la magie, mais je crois en ça. Quand je me réveillerai, tout sera différent. Ryan partira. Le divorce commencera. Je ferai le deuil de mon enfant correctement, sans avoir à cacher ma douleur pour le confort de quelqu'un d'autre. Et lentement, prudemment, je reconstruirai. Pas la vie que j'avais, mais quelque chose de mieux, quelque chose de vrai, quelque chose à moi. La dernière pensée que j'ai avant que le sommeil ne m'emporte est la suivante. Ryan avait tort. Je n'ai pas gâché son anniversaire. Son anniversaire nous a ruinés. Et peut-être que c'est exactement ce qui devait arriver. Je me réveille au son de tiroirs qui claquent. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux me dit qu'il est plus de 9 heures. J'ai dormi moins de 6 heures, mais mon corps a l'impression d'avoir été heurté par un camion. Les effets physiques de la fausse couche, combinés à l'épuisement émotionnel, rendent même le fait de s'asseoir monumental. Ryan ne fait aucun effort pour être silencieux pendant qu'il fait ses bagages. Chaque claquement de tiroir, chaque pas lourd est un acte d'agression mesquin. Sa façon de s'assurer que je ne puisse pas me reposer, que je ne puisse pas trouver la paix même dans le sommeil. Mon téléphone bourdonne déjà de messages. Je l'attrape, grimaçant à la crampe dans mon abdomen qui me rappelle pourquoi tout cela a commencé. Jennifer, Ryan vient de m'envoyer un texto pour me demander s'il peut rester chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Emma, je prends de tes nouvelles. As-tu besoin que je vienne? Numéro inconnu, Madame Wheeler, ici Samantha Roberts de Roberts et Associés. Patricia Henderson m'a donné vos coordonnées. J'ai de la disponibilité cet après-midi si vous souhaitez discuter de votre situation. La vitesse à laquelle les nouvelles voyagent dans notre cercle social serait impressionnante si ce n'était pas ma vie qui implosait. Je peux déjà imaginer les chuchotements au country club, les spéculations au bureau de Ryan, la façon dont nos amis se diviseront en camps, le sien et le mien. La porte de la chambre tremble. Hazel, j'ai besoin de ma montre. La Rolex. La Rolex de son père. Techniquement, elle lui a été donnée à la fin de ses études de commerce. J'ai toujours détesté cette montre. Ostentatoire et lourde. Un symbole du club de vieux garçons que Ryan voulait si désespérément rejoindre. Elle est dans le coffre-fort, je réponds, sans bouger de mon lit. J'ai besoin de la combinaison. Tu connais la combinaison. Tu l'as changée. L'accusation dans sa voix, comme si sécuriser mes bijoux après avoir découvert sa liaison était en quelque sorte déraisonnable. Je l'avais changée le mois dernier, quand j'avais trouvé le reçu de Tiffany. Un instinct de conservation s'était déclenché avant que mon esprit conscient n'accepte ce qui se passait. Mon anniversaire, dis-je. L'année où nous nous sommes rencontrés. Silence, puis. C'est pathétique. Peut-être. Utiliser notre histoire romantique comme code alors qu'il part pour une autre femme. Mais je l'entends s'éloigner vers notre bureau où se trouve le coffre-fort. Et je sais qu'il essaie la combinaison. Il prendra la montre, probablement de l'argent liquide, peut-être les boutons de manchette que je lui ai achetés à Noël dernier. Qu'il les prenne. Ce ne sont que des choses. Je me force à sortir du lit et à aller dans la salle de bain. La femme dans le miroir a l'air pire qu'hier. Les yeux creux, pâle, avec cette fatigue particulière qui vient du chagrin. Mais il y a toujours cette nouvelle droiture dans ma colonne vertébrale, cette détermination dans ma mâchoire. Le temps que je me douche et que je m'habille soigneusement dans l'une de mes meilleures tenues, car je refuse de ressembler à la femme détruite qu'il dépeint, Ryan traîne des valises en bas des escaliers. Je me tiens dans l'embrasure de la chambre, le regardant lutter avec un sac particulièrement lourd, sans offrir mon aide.
La cafetière ne marche pas, annonce-t-il comme si j'étais toujours responsable de sa routine matinale. Elle fonctionne très bien. Il faut juste la nettoyer de temps en temps. Il me lance un regard noir. Je suppose que tu trouves ça drôle. Non, dis-je honnêtement, rien de tout cela n'est drôle. Notre enfant est mort hier et tu t'inquiètes pour le café. Ne commence pas, prévient-il, posant la valise avec une force inutile. Je pars, comme tu le voulais. Comme tu l'as choisi, je corrige. Tu as choisi Mélissa. Tu as choisi ton image plutôt que notre mariage. Tu as choisi ta fête d'anniversaire plutôt que notre bébé. Ce sont tous tes choix, Ryan. Il commence à répondre, puis s'arrête. Par la fenêtre, je peux voir une berline argentée familière s'arrêter. La voiture de Mélissa. Elle est réellement venue le chercher chez nous, la maison où nous étions censés élever nos enfants. L'audace me coupe le souffle. Elle ne devrait pas être ici, dis-je, ma voix dangereusement calme. Tu m'as mis à la porte. La façon dont je pars, c'est mon affaire. Non, c'est l'affaire de nos voisins maintenant. Madame Patterson est probablement déjà à sa fenêtre avec son téléphone. Effectivement, je peux voir les rideaux bouger de l'autre côté de la rue. D'ici midi, tout le monde saura que Ryan Wheeler a quitté sa femme pour sa subordonnée, récupérée à son domicile conjugal comme un adolescent qui fait le mur. Laisse-les regarder, dit Ryan. Mais je peux voir le calcul dans ses yeux. Il réalise comment cela apparaît, comment cela se jouera devant le tribunal de l'opinion publique. Mélissa ne sort pas de la voiture, montrant au moins ce peu de bon sens. Mais je peux voir son profil à travers le pare-brise, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, et la rage m'envahit si soudainement, c'est presque accablant. Je passe devant Ryan, descends les escaliers, et sors par la porte d'entrée avant de pouvoir m'arrêter. Les yeux de Mélissa s'écarquillent en me voyant approcher. Elle tâtonne avec les serrures de sa voiture, mais je ne viens pas pour elle. Pas physiquement, en tout cas. Je m'arrête à sa fenêtre, qu'elle abaisse à contre-cœur d'un pouce. J'ai fait une fausse couche hier, je lui dis, ma voix portant clairement dans la rue calme du matin. Enceinte de 12 semaines. J'ai perdu le bébé, je suis rentré à la maison, et j'ai trouvé mon mari plus préoccupé par son gâteau d'anniversaire que par notre enfant mort. Et maintenant, tu es là, à le récupérer comme si c'était un film romantique. Alors, je veux que tu saches exactement quel genre d'homme tu obtiens. Son visage est devenu blanc. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Bien sûr que non. Il ne te l'a pas dit. Tout comme il ne t'a probablement pas dit que c'est lui qui t'a poursuivi, qui a initié quoi que ce soit. Tout comme il ne te le dira pas quand il se lassera de toi aussi, et trouvera quelqu'un de plus neuf, de plus jeune, de plus excitant. Hazel. La voix de Ryan derrière moi. Aigu de panique. Ça suffit. Vraiment? Je me tourne pour lui faire face, consciente que nous avons maintenant un public. Madame Patterson ne fait même plus semblant de ne pas regarder. Deux joggeurs ont ralenti leur rythme, faisant semblant de s'étirer tout en observant le drame. Est-ce que ça suffit, Ryan? Ou devrais-je lui parler des autres? Il n'y en a pas eu d'autres, à ma connaissance. Mais la façon dont son visage pâlit, la façon dont la bouche de Mélissa s'ouvre. Peut-être qu'il y en a eu. Peut-être que j'étais encore plus aveugle que je ne le pensais. Monte dans la voiture, siffle Ryan. Non, pas à moi. À Mélissa. Conduis, c'est tout. Mais Mélissa me regarde. Quelque chose change dans son expression. D'autres? Il n'y a pas eu d'autres, dit Ryan rapidement. Trop rapidement. Elle ment. Elle est contrariée par la situation. La situation, je répète. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pas la liaison que tu as depuis des mois. Pas la grossesse que tu as ignorée. Pas le mariage que tu as détruit. Tu l'as détruit. Il explose, oubliant notre public. Tu as changé. Tu es devenu cette femme au foyer de banlieue ennuyeuse qui ne se souciait que des bébés, de Pinterest et des clubs de lecture. Je suis devenu ta femme, je rétorque. Je suis devenu ce que tu disais vouloir. Soutenante, accommodante, faisant toujours passer ta carrière en premier. Et au moment où j'ai eu mes propres besoins, au moment où j'étais enceinte de ton enfant, tu es allé courir vers quelqu'un qui n'exigeait rien de toi. Mélissa sort de la voiture. Ryan,
est-ce que c'est vrai? Y en a-t-il eu d'autres? Il regarde entre nous, piégé. Mel, chérie, parlons-en plus tard. Ne m'appelle pas chérie, dit-elle, et il y a de l'acier dans sa voix que je n'attendais pas. En a-t-il eu d'autres? Le silence s'étire jusqu'à ce que Madame Patterson allait réellement depuis son porche. C'est mieux que n'importe quel feuilleton pour les commérages du quartier. Il y a quelqu'un à Miami, admet finalement Ryan. Et je sens mes genoux presque fléchir. Donc, j'avais raison pour le voyage, juste tort sur avec qui. Mais ça ne voulait rien dire. C'était juste. Juste quoi, demande Melissa. Juste du sexe, juste du plaisir. Juste quoi exactement? J'ai presque pitié d'elle. Presque. Elle apprend ce que j'ai appris hier. Que Ryan Wheeler est incapable de loyauté réelle, d'amour réel, de sacrifice réel. Je pense que tu devrais partir, je lui dis, me surprenant par la douceur de ma voix. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais, mais maintenant tu le sais. Alors, pars et ne regarde pas en arrière. Elle me regarde longuement, puis Ryan, qui se tient là avec ses valises comme un homme entre deux maisons, ce qui est exactement ce qu'il est. Tu as raison, me dit-elle. Puis à Ryan, ne me contacte pas. Je parlerai au RH lundi pour un transfert. Elle monte dans sa voiture et s'en va, laissant Ryan debout sur notre pelouse avec ses bagages, l'air perdu. Les joggeurs ont continué leur chemin, mais Madame Patterson regarde toujours et je peux voir des téléphones aux fenêtres tout le long de la rue. Maintenant, regarde ce que tu as fait, dit Ryan. Mais la combativité l'a quitté. Uber existe, je lui dis. Ou tu peux appeler ta mère. Ou peut-être qu'il y a une autre femme dont tu ne m'as pas parlé qui peut venir te chercher. Je me retourne et rentre dans la maison, fermant fermement la porte derrière moi. Par la fenêtre, je regarde Ryan lutter pour sortir son téléphone, essayant de maintenir sa dignité tout en se tenant sur la pelouse avec ses valises comme des bagages abandonnés. En 10 minutes, un taxi arrive et il est parti. Le silence qui suit est profond. Pour la première fois en 5 ans, je suis seul dans cette maison sans attendre le retour de Ryan. Le soulagement est immense. Mon téléphone sonne. Jennifer, Hazel, qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Ryan vient de m'appeler en fulminant que tu avais fait une scène. Et Melissa était impliquée et tu étais enceinte. Je m'effondre sur le canapé, soudainement de nouveau épuisé. J'ai fait une fausse couche hier, Jen. Pendant la fête de Ryan. Il ne l'a pas bien géré. Le silence à l'autre bout du fil dure si longtemps que je vérifie si l'appel n'a pas été coupé. Tu as fait une fausse couche, répète-t-elle lentement. Hier, pendant la fête, et Ryan. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Te faire organiser la fête? Il m'a remercié d'avoir gâché son anniversaire. Il a fait quoi? Sa voix monte presque jusqu'à un cri. Ce salaud. Ce salaud absolu. J'arrive. Tu n'es pas obligé. J'arrive, répète-t-elle fermement. Et j'amène Emma. Elle m'a appelé ce matin, morte d'inquiétude pour toi. Avant que je puisse protester, elle a raccroché. 20 minutes plus tard, les deux femmes sont à ma porte avec du café, des pâtisseries et des mouchoirs. Raconte-nous tout, dit Emma, s'installant à côté de moi sur le canapé tandis que Jennifer prend le fauteuil en face de nous. Alors, je le fais. Chaque détail, de l'hôpital à la confrontation sur la pelouse de ce matin. Le temps que je finisse, Jennifer fait les 100 pas dans la pièce de fureur tandis qu'Emma me tient la main, des larmes coulant sur son visage. Je vais le tuer, annonce Jennifer. Mon propre frère. Je vais vraiment le tuer. Le quartier a déjà assisté à assez de drames pour une journée, dis-je, tentant la légèreté. Le quartier, dit Jennifer, puis elle se couvre la bouche. Si. Je suis juste. Mon Dieu, Hazel. Je savais qu'il pouvait être égocentrique, mais ça. C'est sociopathique. Les signes étaient là, j'admets. Je ne voulais juste pas les voir. Emma me serre la main. Ne te blâme pas. Les hommes comme Ryan sont des experts pour cacher leur vraie nature jusqu'à ce qu'ils pensent vous avoir piégé. Les hommes comme Ryan, je demande. Emma échange un regard avec Jennifer. Les narcissiques, dit-elle simplement. Je reconnais les schémas parce que mon ex-mari était pareil. La manipulation psychologique, les liaisons,
la façon dont tout est toujours de votre faute. Il m'a fallu 3 ans de thérapie pour comprendre que ce n'était pas moi. Tu as été marié avant. Je suis choqué. Emma n'a jamais mentionné d'ex-mari en 2 ans d'amitié. Pendant 7 ans. Il m'a convaincu que j'étais folle, trop sensible, trop exigeante. Ça te dit quelque chose? Ce n'est que lorsque je l'ai surpris au lit avec son coach personnel que je me suis finalement réveillé. Jennifer se rassied, sa colère se transformant en inquiétude. De quoi as-tu besoin, Hazel? Un avocat, un thérapeute, quelqu'un pour crever les pneus de Ryan. J'ai une avocate, dis-je, sortant la carte. Samantha Roberts m'a envoyé un texto cet après-midi. Mais j'hésite, puis je me lance. J'ai besoin de savoir quelque chose, Jen. Les autres? Ryan a admis qu'il y en avait d'autres. Le savais-tu? Le visage de Jennifer s'effondre. J'ai soupçonné qu'il y avait quelqu'un à la fête de Noël de son entreprise il y a 2 ans, une stagiaire qui semblait trop familière. Et l'année dernière, quand il est allé à cette conférence à Vegas, il m'a appelé ivre et a mentionné quelque chose à propos d'une femme nommée Candace. Mais je n'avais aucune preuve et tu semblais heureuse. Alors, Tu t'es tu pour me protéger, je finis. Je pensais que je te protégeais. Maintenant, je réalise que je ne faisais que lui permettre de continuer. Elle a l'air misérable. Je suis tellement désolé, Hazel. Ce n'est pas ta faute. Il est très doué pour la manipulation. Même maintenant, une partie de moi se demande si je ne surréagis pas, tu ne surréagis pas, disent les 2 femmes simultanément. La fausse couche seule serait une raison suffisante pour partir, ajoute Emma. Mais combiné à tout le reste, Hazel, tu ne surréagis pas. Tu réagis enfin de manière appropriée à des années d'abus. Abus? Voilà encore ce mot. Il semble encore trop grand. Trop dramatique pour ma situation. Mon téléphone vibre. Ryan, ce coup de théâtre m'a coûté Mélissa. Contente maintenant? Je le montre aux autres. Jennifer attrape mon téléphone et tape en retour. Tu t'es coûté Mélissa et tout le reste. Jen. Quoi? Quelqu'un doit le lui dire. Elle me rend mon téléphone. Bloque-le après la réunion avec l'avocate. Tu n'as pas besoin de son poison dans ta tête en ce moment. Un autre texto arrive. Celui-ci de Patricia Henderson. J'ai vu le spectacle du matin. Bravo. L'offre tient toujours si tu as besoin de quoi que ce soit. Puis un autre de la femme de Mark Chen. Je viens d'apprendre. Ryan est un con. Tu mérites mieux. Et un autre d'une voisine que je connais à peine. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ce que nous avons vu, j'ai une vidéo. Vidéo. Et Marie, un rire sombre et ravi. Tes voisins ont filmé, apparemment. Je ne sais pas si je suis mortifiée ou reconnaissante. C'est parfait, dit Jennifer. Une documentation de son comportement, l'implication de Mélissa, tout ça. Ton avocate va adorer. La sonnette retentit. Nous nous figeons toutes, nous demandant si Ryan est de retour. Mais quand je regarde par le Judas, c'est un livreur avec un énorme bouquet de fleurs. Je n'ai rien commandé, dis-je, signant quand même pour les recevoir. La carte dit, je pense à toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. Patricia. Elle t'a envoyé des fleurs. Jennifer semble surprise. Patricia Henderson n'envoie même pas de fleurs à sa propre sœur. Elle m'a donné la carte de son avocate en divorce hier soir à la fête. Patricia Henderson est avocate en divorce, dit Emma. L'une des meilleures de l'État. Si elle s'intéresse à ton cas. Mon téléphone sonne. C'est Samantha Roberts, l'avocate que Patricia a recommandée. Madame Wheeler, je viens de raccrocher avec Patricia Henderson. Elle m'a mis au courant de certains détails. Pouvons-nous avancer notre réunion à ce matin? Je pense que nous devons agir rapidement, surtout compte tenu de ce que Patricia me dit qu'il s'est passé sur votre pelouse ce matin. Vous êtes déjà au courant. Madame Henderson a beaucoup de relations. Elle a également mentionné qu'il pourrait y avoir des preuves vidéo et que votre mari a eu une relation inappropriée avec une subordonnée. Je regarde Emma et Jennifer qui hochent toutes deux la tête vigoureusement. Oui à tout ça. Excellent. Pouvez-vous venir à mon bureau dans 1 heure? Apportez toute la documentation que vous avez. Texto, email,
relevés financiers, tout ce qui pourrait être pertinent. J'y serai. Après avoir raccroché, Jennifer se lève. On vient avec toi. Vous n'êtes pas obligé. Si, on l'est, interrompt Emma. Tu as besoin de soutien et nous devons nous assurer que Ryan n'essaie pas de t'embusquer. Il ne le ferait pas, je commence, puis je m'arrête. Hier, j'aurais dit qu'il ne me remercierait pas d'avoir gâché son anniversaire avec une fausse couche, mais nous en sommes là. Je passe l'heure suivante à rassembler des documents pendant que Jennifer et Emma m'aident. Les relevés bancaires montrant les dépenses suspectes. Des captures d'écran de textos où Ryan annule des plans à la dernière minute pour des urgences de travail. L'enregistrement de la nuit dernière, que Jennifer insiste pour écouter malgré mes protestations. Son visage devient blanc en entendant la voix de son frère qualifier notre enfant de « à peine un fœtus », me disant que je suis hystérique, menaçant ma réputation. Ce n'est pas le frère que je connais, murmure-t-elle. Peut-être que si, dis-je doucement. Peut-être qu'on ne voulait juste pas le voir. Mon téléphone vibre avec un autre texto de Ryan. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas, je souris sinistrement. J'avais appelé les sociétés de cartes de crédit il y a 1 heure, le retirant en tant qu'utilisateur autorisé sur mes comptes. Il a toujours ses propres cartes, mais celles que je paie, c'est fini. Tu deviens déjà plus maligne, approuve Emma. Maintenant, allons rencontrer ton avocate et l'enterrer. 3 semaines se sont écoulées depuis la fête d'anniversaire de Ryan, depuis ma fausse couche, depuis que mon monde a implosé et s'est reconstruit en l'espace de 24 heures. Ce soir, je suis debout devant le miroir de ma chambre, appliquant du rouge à lèvres avec des mains stables, la même teinte corail que Ryan aimait, mais je le porte pour moi maintenant. L'invitation au dîner de l'entreprise était passée par Jennifer, qui avait insisté pour que j'y assiste malgré tout. Tu es toujours au conseil d'administration de la fondation caritative de Henderson Industries, avait-elle argumenté. Ce dîner concerne la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants. Ne laisse pas Ryan te prendre ça aussi. Elle avait raison. J'avais travaillé pendant des mois à l'organisation de cette collecte de fonds, bien avant de connaître Melissa, avant la grossesse, avant que tout ne s'effondre. Je n'allais pas me cacher à la maison pendant que Ryan jouait la victime au plus grand événement social de son entreprise de l'année. Emma se tient derrière moi, arrangeant une mèche de mes cheveux. Tu es incroyable, dit-elle. Et pour la première fois depuis des semaines, je le ressens vraiment. La robe noire me va parfaitement. J'avais perdu du poids à cause du stress, mais je m'étais aussi mise au sport. J'avais canalisé ma colère dans des cours de kickboxing qui me laissaient épuisée, mais plus forte. Il sera là, dis-je, croisant son regard dans le miroir. Melissa aussi, ajoute Jennifer, assise sur mon lit. Les RH n'ont pas pu la transférer immédiatement. Une histoire d'attendre la période d'évaluation trimestrielle. Qu'ils y soient tous les deux, dis-je, surprise de mon propre calme. Je n'ai rien à me reprocher. Mon téléphone vibre avec un texto de Samantha Roberts. Souviens-toi, n'engage pas la conversation s'il s'approche. Laisse-le faire les erreurs. Les papiers du divorce seront signifiés lundi. Ryan n'est pas au courant de la signification de lundi. Il séjourne dans un hôtel de longue durée, racontant à qui veut l'entendre que nous prenons du temps pour nous pour travailler sur notre couple. Pendant ce temps, Samantha a construit notre dossier avec une précision méticuleuse. L'enregistrement de son anniversaire, la vidéo de Madame Patterson, les relevés de cartes de crédit montrant des achats pour Melissa, et, comme il s'est avéré, pour une femme nommée Candace à Vegas et quelqu'un nommé Britney, dont le nom est apparu sur des dépenses à Miami. Prête, demande Emma. Je jette un dernier regard dans le miroir. La femme qui me regarde est différente de celle qui se tenait dans une salle de bain d'hôpital il y a 3 semaines, s'agrippant au lavabo pendant que son monde volait en éclats. Cette femme a de l'acier dans la colonne vertébrale et du feu dans les yeux. Prête. La salle de bal de l'hôtel Morrison est bondée quand nous arrivons. 200 membres de l'élite des affaires de la ville, tous là pour du réseautage déguisé en charité. Je repère immédiatement Ryan. Il est près du bar avec David Chen et quelques autres cadres, riant trop fort à la blague de quelqu'un. Il a l'air bien, j'admets à contre-cœur. Nouveau costume, coupe de cheveux fraîche, l'image d'un homme qui a réussi, sans un souci au monde. Puis je vois Melissa de l'autre côté de la pièce, évitant ostensiblement de regarder dans sa direction, entourée d'un groupe de femmes de la comptabilité. La tension entre eux est évidente pour quiconque y prête attention. Hazel. La voix de Patricia Henderson perce la foule.
Elle glisse vers moi dans une superbe robe bleu marine, son mari, Richard, la suivant. Tu es venu. Bien. Elle me fait la bise, puis baisse la voix. Samantha me dit que lundi, c'est le jour. Oui. Excellent timing. Après ce soir, il ne pourra plus prétendre ignorer quoi que ce soit. Il y a quelque chose dans son sourire qui me rend nerveuse et excitée à la fois. Que veux-tu dire? Oh, n'ai-je pas mentionné que je fais un discours ce soir sur l'importance de soutenir les initiatives de santé des femmes, en particulier le soutien à la grossesse et à la perte d'un nourrisson. Ses yeux brillent d'une lueur qui pourrait être de la méchanceté. J'ai pensé que c'était approprié compte tenu des événements récents. Avant que je puisse répondre, elle est emportée par la foule. Jennifer attrape mon bras. A-t-elle juste dit ce que je pense qu'elle a dit? Je pense que Patricia Henderson est sur le point de détruire mon mari lors de l'événement de sa propre entreprise. Ex-mari, corrige Emma. Et tant mieux. Nous trouvons notre table, stratégiquement placée, je remarque, avec une vue parfaite sur le podium et la table de Ryan. Il ne m'a pas encore vu, trop occupé à jouer la confiance pour ses collègues. Mais d'autres m'ont remarqué. Des chuchotements suivent mon passage dans la salle de bal, des yeux suivant mes mouvements avec curiosité et spéculation. Hazel. David Chin apparaît à mon coude, l'air mal à l'aise. Je n'étais pas sûr que tu serais là. Pourquoi ne le serais-je pas? J'organise la vente aux enchères silencieuses. Bien sûr, je pensais juste, avec tout. Il s'interrompt, clairement incertain de la manière de faire référence à l'implosion spectaculaire de mon mariage dont tout le monde parle depuis des semaines. Je vais bien, David. Mieux que bien, en fait. Il étudie mon visage, puis hoche lentement la tête. Tu sais, ma femme a dit quelque chose d'intéressant après la fête de Ryan. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une femme avoir l'air si forte tout en étant si seule. Je n'étais pas seul, dis-je en jetant un coup d'œil à Jennifer et Emma. Je ne le savais juste pas encore. Il suit mon regard, la compréhension se faisant jour. Eh bien, pour ce que ça vaut, le conseil d'administration a discuté du jugement de Ryan ces derniers temps. Cette scène avec Mademoiselle Barnes à sa fête, puis l'incident sur votre pelouse, ça ne donne pas une bonne image de l'entreprise. Mademoiselle Barnes, Melissa, donc la distance professionnelle a déjà commencé. Je ne saurais rien des affaires de l'entreprise, dis-je diplomatiquement. David sourit crispement. Bien sûr que non. Profite de ta soirée, Hazel. Alors qu'il s'éloigne, Jennifer siffle doucement. Ryan a des problèmes au travail. Bien, dis-je, puis je me fige en croisant enfin son regard de l'autre côté de la pièce. Pendant un instant, nous nous regardons simplement. Son expression passe par la surprise, la colère, et quelque chose qui pourrait être du regret avant de se figer dans une froide indifférence. Il lève légèrement son verre, un toast moqueur, puis tourne le dos. Marmonne Emma. Laisse-le faire, dis-je. Il est sur le point d'avoir de plus gros problèmes. Le dîner est servi. Un poulet en caoutchouc que tout le monde prétend délicieux et que je parviens à manger malgré mon estomac noué. Je suis à une table avec plusieurs épouses de membres du conseil d'administration, des femmes qui me connaissent depuis des années, mais qui ne savent manifestement pas comment me traiter maintenant. Suis-je toujours Madame Wheeler? Suis-je une femme bafouée à plaindre? Suis-je contagieuse? Mon échec marital, quelque chose qui pourrait infecter leur propre relation? Hazel, dit enfin Margaret Chen, la femme de David. J'ai entendu parler de votre perte. Le bébé. Je suis vraiment désolé. La table se tait. C'est la première fois que quelqu'un reconnaît directement la fausse couche en public. Merci, dis-je simplement. Ça a été difficile. Ma sœur a eu 3 fausses couches avant sa grossesse réussie, propose Linda Morrison. Le manque de soutien pour les femmes qui traversent ce genre de perte est effroyable. C'est pourquoi la collecte de fonds de ce soir est si importante, dis-je, trouvant mon équilibre. L'aile de santé des femmes du Children's Memorial fournira des soins complets, y compris un soutien et des conseils en cas de perte de grossesse. Les femmes hochent la tête avec approbation, et la conversation reprend plus naturellement après cela. J'aperçois Ryan tout au long du dîner, son rire devenant plus fort à mesure qu'il boit, ses gestes devenant plus expansifs. Il est nerveux. Je réalise qu'il sait que je suis là, sait que les gens regardent, et il surcompense. Puis Patricia monte sur le podium et la pièce se tait. Bonsoir, commence-t-elle,
sa voix portant sans effort à travers la salle de bal. Je suis ici ce soir pour parler d'un problème qui affecte plus de femmes que nous ne le reconnaissons. La perte de grossesse et l'impact dévastateur des partenaires qui ne les soutiennent pas à travers cette épreuve. J'entends quelqu'un halter. Jennifer attrape ma main sous la table. Patricia continue, son ton professionnel mais pointu. Une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. Pourtant, nous n'en parlons pas. Nous cachons notre chagrin, minimisons notre perte, souvent parce que nos proches, ceux qui devraient nous soutenir le plus, nous disent que nous sommes dramatiques, que ce n'est que du tissu, que nous gâchons leurs moments spéciaux avec notre douleur. Elle ne regarde pas Ryan, mais tout le monde le regarde. Son visage est devenu pâle, ses jointures blanches autour de son verre de whisky. J'ai récemment été témoin d'une femme forte et dévouée qui a recueilli des milliers de dollars pour cet hôpital même, être rejetée et rabaissée par son partenaire des heures après avoir perdu leur enfant. On lui a dit qu'elle gâchait son anniversaire. Pouvez-vous imaginer qu'une fête d'anniversaire compte plus que la mort d'un enfant? Le murmure qui parcourt la foule est résolument hostile envers Ryan. David Chin éloigne même sa chaise de lui. Cette femme se tenait dans une pièce pleine de gens, saignant à la fois physiquement et émotionnellement, et on s'attendait à ce qu'elle serve des apéritifs et sourit. Et quand elle ne pouvait pas maintenir cette façade, on la qualifiait d'hystérique, de dramatique, d'embarrassante. Les yeux de Patricia croisent les miens de l'autre côté de la pièce, et elle me fait un très léger signe de tête. Mais voici ce que je veux que vous sachiez, continue-t-elle, sa voix s'élevant avec passion. Cette femme est ici ce soir. Elle est toujours debout. Elle se bat toujours pour d'autres femmes qui ont vécu cette perte. Et elle nous montre à tous à quoi ressemble la vraie force. Pas la performance fanfaronne d'un homme faible essayant de contrôler tout le monde autour de lui, mais la dignité tranquille d'une femme qui refuse d'être diminuée. Les applaudissements commencent lentement, puis se transforment en tonnerre. Les gens se lèvent, se tournant pour me regarder avec des expressions de soutien et d'admiration. Je reste assise, submergée, les larmes menaçant, mais ne tombant pas. Ryan sort en trompe de la salle de bal, sa chaise basculant en arrière dans sa hâte. Melissa part quelques instants plus tard par une autre porte. Leur absence est remarquée par tout le monde. Patricia conclut son discours par un appel aux dons et en quelques minutes, des cartes de promesses de dons sont remplies à chaque table. La collecte de fonds dépassera son objectif de 3 fois, me dira Jennifer plus tard. Tout ça parce que Patricia Henderson a décidé d'utiliser son influence pour le bien. Alors que le programme officiel se termine et que les gens commencent à se mêler, je suis entouré de femmes et de quelques hommes offrant leur soutien, partageant leurs propres histoires de perte, exprimant leur indignation face au comportement de Ryan. C'est accablant, cathartique et épuisant à la fois. J'ai besoin d'air, dis-je à Emma, et elle m'aide à me diriger vers le balcon. La nuit est fraîche, l'automne arrivant enfin après un été prolongé. Je m'appuie contre la balustrade, respirant profondément, essayant de digérer ce qui vient de se passer. C'était tout un discours. Je me retourne pour trouver Melissa debout dans l'embrasure de la porte, l'air aussi épuisé que moi. Nous nous regardons avec lassitude. Je ne savais pas, dit-elle finalement, pour le bébé, la fausse couche, rien de tout ça. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu le saches. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, je demande, sincèrement curieuse. Si tu avais su. Elle y réfléchit. Je veux dire oui. Mais honnêtement, il était si charmant, si convaincant. Il m'a fait sentir que j'étais spécial, que ce que nous avions valait tous les dommages collatéraux. Et maintenant? Maintenant, je le vois pour ce qu'il est, un narcissique qui ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. Même la mort de son propre enfant était un inconvénient pour lui. Elle secoue la tête. Je démissionne lundi. J'ai déjà un autre travail en vue. Tant mieux pour toi. Elle commence à partir, puis se retourne. Pour ce que ça vaut, tu es mieux sans lui. Nous le sommes toutes les deux. Après son départ, je reste sur le balcon, laissant l'air frais calmer ma peau échauffée. Il y a 3 semaines, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je suis là, venant d'être publiquement vengé, regardant le monde soigneusement construit de mon ex-mari s'effondrer. Le temps que je retourne dans la salle de bal, Ryan est revenu, ivre et agressif. Il est au bar, David essayant de le calmer tandis que d'autres cadres gardent leur distance. Sa voix porte à travers la pièce. Complètement. Elle a tourné tout le monde contre moi. Ma propre sœur.
Jennifer apparaît à mes côtés. La sécurité est en attente. David leur a demandé d'attendre, espérant que Ryan partirait volontairement. Il ne le fera pas, je prédis. Il est trop ivre et trop en colère pour être intelligent à ce sujet. Effectivement, Ryan m'aperçoit et commence à se frayer un chemin à travers la foule. David essaie de l'arrêter, mais Ryan le pousse de côté. Toi, gromme-t-il, me pointant du doigt d'une main instable. C'est toi qui as fait ça. Toi et Patricia Henderson. Vous avez tout gâché. La pièce se tait. Tout le monde regarde, certains avec des téléphones enregistrant discrètement. C'est ça. L'implosion finale de Ryan Wheeler. Je n'ai rien gâché, dis-je calmement. Tu l'as fait toi-même. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tout le numéro de la victime, les larmes, me faisant passer pour le méchant. Tu m'as remercié d'avoir gâché ton anniversaire avec ma fausse couche, dis-je, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. C'étaient tes mots, pas les miens. Tu déformes les choses. Tu déformes toujours tout. J'ai l'enregistrement, Ryan. Tes mots exacts. Veux-tu que je le joue pour tout le monde? Son visage se crispe de rage. Espèce de manipulatrice. Ça suffit. David Chen s'interpose entre nous, le visage sévère. Ryan, tu dois partir maintenant. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je suis associé principal. Tu l'étais, corrige David. Le conseil s'est réuni cet après-midi. Ton comportement, à la fois personnel et professionnel, est devenu un handicap. Ta démission sera annoncée lundi. Le sang se retire du visage de Ryan. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous poursuivre en justice. Pour quel motif? Nous avons des preuves documentées de relations inappropriées avec des subordonnés, de détournement de fonds de l'entreprise pour des divertissements personnels, et maintenant d'ivresse publique et de harcèlement lors d'un événement de l'entreprise. La voix de David est froide. Par maintenant, avec la dignité qu'il te reste, ou la sécurité t'escortera dehors. Ryan regarde autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouve que des visages condamnateurs. Son monde, si soigneusement construit sur le charme et la manipulation, s'est effondré en quelques minutes. C'est de ta faute, me dit-il, la voix brisée. Tu nous as détruits. Non, dis-je, trouvant de la force dans la vérité. Tu nous as détruits au moment où tu as décidé que ton anniversaire comptait plus que notre enfant mort. Tu nous as détruits avec chaque mensonge, chaque liaison, chaque fois que tu m'as rabaissé pour te sentir grand. J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences. La sécurité apparaît. Deux hommes discrets en costume qui flanquent Ryan sans le toucher. Monsieur, dit l'un d'eux doucement. Il est temps de partir. Ryan me regarde une dernière fois et je le vois clairement. Pas l'homme d'affaires qui a réussi, pas le mari charmant, mais un homme petit et égoïste qui n'a jamais appris que la douleur des autres compte. Il part sans un autre mot. Les gardes de sécurité le suivant à une distance respectueuse. La salle de bal reste silencieuse un instant après son départ, puis la conversation reprend de plus belle. Ce sera le sujet de conversation de la communauté des affaires pendant des mois. Ça va, demande Jennifer, son bras autour de mes épaules. Je vais mieux que bien, je réalise, et c'est vrai. Je suis libre. Le reste de la soirée passe dans un flou. Les gens m'approchent avec des mots de soutien, des cartes de visite pour leurs avocats, thérapeutes, conseillers en investissement. La sororité des femmes bafouées, s'avère-t-il, est vaste et bien connectée. Patricia me trouve alors que la soirée se termine. Lundi matin, 9h. Il sera signifié à son hôtel. Samantha a tout préparé. Merci, dis-je, le pensant profondément, pour tout. Les femmes doivent se soutenir mutuellement, dit-elle simplement, surtout contre des hommes comme Ryan. Il est presque minuit quand Emma, Jennifer et moi partons enfin. Nous sommes sur le parking quand mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Candace de Vegas. J'ai entendu ce qui s'est passé ce soir. Si tu as besoin d'un témoignage sur le comportement de Ryan, j'ai des textos et des photos. Il m'a dit que vous étiez séparés. Puis un autre. C'est Britney. J'ai rencontré Ryan à Miami. Je viens de découvrir qu'il était marié. Je suis vraiment désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton divorce, j'ai aussi des preuves. La sororité s'agrandit, observe Emma, lisant par-dessus mon épaule.
Nous retournons à ma maison. Ma maison, plus la nôtre, et ouvrons une bouteille de vin. Il est maintenant minuit passé, officiellement dimanche. Dans 33 heures, Ryan recevra les papiers du divorce. Il a perdu son travail, sa réputation, sa maîtresse, et bientôt il perdra la moitié de tout le reste. Comment te sens-tu ? Demande Jennifer, étudiant mon visage. Je réfléchis à la question. Il y a 3 semaines, à un autre moment de minuit, j'étais anéanti. Mon bébé était parti. Mon mariage était terminé. Toute ma vie avait implosé. Mais assise ici maintenant, entouré de vrais amis, ayant affronté mon destructeur et gagné, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Puissante, dis-je. Je me sens puissante. Mon téléphone vibre une dernière fois. Ryan, s'il te plaît. Pouvons-nous parler ? Je suis désolé. J'avais tort. S'il te plaît. Je le montre aux autres. Ne réponds pas, dit Jennifer immédiatement. Il vient de réaliser qu'il a tout perdu. Je n'allais pas le faire, je l'assure. Au lieu de cela, je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 semaines. Je bloque son numéro. La maison semble différente maintenant. Plus légère, en quelque sorte. Le fantôme de la présence de Ryan s'estompe, remplacé par quelque chose de nouveau. Mes livres ont repris leur place sur les étagères. Il les avait relégués au garage. Mon art, qu'il avait qualifié de trop émotionnel, est maintenant accroché là où se trouvaient ses souvenirs sportifs. La photo de l'échographie est dans un petit cadre sur la cheminée, non pas cachée, non pas honteuse, mais honorée. Je veux faire quelque chose, j'annonce soudainement, pour le bébé. Emma et Jennifer échangent un regard. Quel genre de chose ? Un mémorial. Rien de grand, juste quelque chose pour marquer qu'ils ont existé, qu'ils ont compté. Le jardin commémoratif de l'hôpital, suggère doucement Jennifer. Ils ont une section pour la perte de grossesse. Tu pourrais planifier quelque chose. Demain, je demande, bien que ce soit techniquement déjà demain. Demain, conviennent-elles ? Nous restons éveillés à parler jusqu'à 3 heures du matin. Du futur, de la guérison, de l'étrange libération qui vient de la perte de tout ce que l'on croyait nécessaire. Jennifer me parle de Ryan enfant, ayant toujours besoin d'être le centre de l'attention, faisant toujours tout tourner autour de lui. Emma partage plus sur son propre divorce, la thérapie qui l'a sauvée, la vie qu'elle a construite à partir des ruines. Quand elles partent enfin, je me tiens dans ma chambre, la pièce où mon enfant a été conçu, où mon mariage s'est vraiment terminé, où je dors seul depuis 3 semaines, mais où, étrangement, je ne me sens pas seul. J'ouvre le tiroir où j'avais caché le journal de grossesse et je le sors. Les entrées s'arrêtent à la semaine 11, encore pleine d'espoir et de rêve. Je tourne à une page blanche et je commence à écrire. Mon cher petit, tu as existé pendant 12 semaines. 12 semaines où mon corps t'a porté, t'a nourri, t'a aimé complètement. Ton père n'a pas pu voir ta valeur, mais moi si. Je la vois. Tu m'as changé en ces 12 semaines. Tu m'as donné la force de voir la vérité, d'exiger mieux, de connaître ma propre valeur. Tu m'as sauvé, mon petit. Dans ta brève existence, tu m'as sauvé d'une vie de lente destruction. Je te porterai toujours avec moi, non pas comme un fardeau de chagrin, mais comme un rappel de ma force. Tu étais désiré. Tu étais aimé. Tu as compté. Je ferme le journal et le remets dans le tiroir, mais pas caché cette fois. Demain, aujourd'hui, je planterai quelque chose de beau dans le jardin commémoratif. Jennifer et Emma seront là. Peut-être que Patricia viendra, et Margaret Chen et les autres femmes qui m'ont entouré d'un soutien inattendu. Mais ce soir, dans ces dernières heures calmes avant l'aube, je suis assise avec mon chagrin et ma puissance, ma perte et ma libération. L'horloge indique à nouveau 3h33, ce moment magique de transformation. Mais je n'ai plus besoin de magie. J'ai quelque chose de mieux. La vérité, le courage et la certitude absolue que je mérite plus que des miettes d'affection d'un homme incapable d'amour réel. Lundi apportera des papiers de divorce et des batailles juridiques. Il y aura médiation et partage des biens et toute la laide nécessité de démêler deux vies. Ryan se battra probablement salement, essaiera de me peindre comme instable, prétendra que j'ai orchestré sa chute. Mais j'ai des enregistrements, des témoins et des preuves vidéo. J'ai l'influence de Patricia Henderson et l'expertise de Samantha Roberts.
J'ai la loyauté féroce de Jennifer et le soutien solide d'Emma. J'ai Candace, Britney et Melissa prêtes à témoigner de ces schémas de tromperie. Plus important encore, je m'ai moi-même. Plus la femme qui croyait avoir besoin de se faire petite pour être aimée, mais quelqu'un de plus dur et de plus doux à la fois. Quelqu'un qui peut se tenir dans une salle de bal et dire sa vérité pendant que son monde brûle autour d'elle. Quelqu'un qui peut porter le deuil et la joie simultanément, qui peut honorer un enfant perdu tout en célébrant la liberté de son père. Le soleil commence à se lever, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Je fais du café. La machine fonctionne parfaitement quand on la nettoie réellement, et je sors sur le porche arrière. L'air d'automne est vif, portant l'odeur des feuilles qui changent et des nouveaux départs. Mon téléphone, enfin silencieux après des jours de bourdonnement constant, est posé sur le comptoir à l'intérieur. Plus tard, il y aura des messages à répondre, des avocats à rencontrer, un mémorial à planifier, une nouvelle vie à construire. Mais en ce moment, dans ce moment parfait entre la nuit et le jour, j'existe dans l'espace entre ce qui était et ce qui sera. Je pense à Ryan, seul dans sa chambre d'hôtel, face aux ruines de sa vie soigneusement construite. J'attends que la satisfaction ou la vengeance m'envahissent, mais au lieu de cela, je ne ressens que de la pitié. Il ne comprendra jamais ce qu'il a perdu. Pas seulement moi ou notre enfant, mais l'opportunité d'être plus que ses appétits et son ego. Il trouvera une autre femme à charmer et à rabaisser. Un autre public pour ses histoires, un autre reflet à confondre avec l'amour. Mais il ne connaîtra jamais la connexion profonde qui vient de la vraie vulnérabilité, de mettre les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. D'aimer quelque chose plus que soi-même. C'est sa tragédie, pas la mienne. La mienne est plus simple. Un bébé qui n'a pas survécu. Un mariage qui n'a pas pu survivre à la vérité. Une femme qui a dû tout perdre pour se retrouver. Mais les tragédies peuvent se transformer en triomphe si on les laisse faire. Et debout ici, dans la lumière du matin. Le café chaud dans mes mains. Des amis en route et la liberté s'étendant devant moi comme une route ouverte. Je choisis la transformation. L'horloge à l'intérieur sonne 6 heures du matin. Dans 3 heures, Ryan sera signifié. La fin légale de notre mariage commencera. Mais la vraie fin a eu lieu il y a 3 semaines à minuit, quand il m'a remercié d'avoir gâché son anniversaire avec ma fausse couche. Non, ce n'est pas juste non plus. La vraie fin a eu lieu dans une chambre d'hôpital, en regardant un écran d'échographie immobile, quand j'ai réalisé que je devrais faire face à cette perte seule. Ou peut-être n'y a-t-il pas eu un seul moment, juste 1000 petites trahisons qui se sont accumulées comme des pierres jusqu'à ce qu'elles construisent un mur entre nous. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est ça. J'ai survécu. Je suis debout. Je suis libre. Et quelque part, dans l'espace qui existe pour ceux qui sont aimés mais jamais nés, mon bébé sait que sa brève existence a compté. Ils ont été le catalyseur de ma libération, le prix de ma liberté, le cadeau enveloppé dans la perte. Merci, je murmure au lever du soleil, à mon enfant perdu, à l'univers qui parfois nous brise pour que la lumière puisse entrer. Puis je rentre à l'intérieur pour me préparer au reste de ma vie, laissant le fantôme de Ryan derrière moi, dans les ombres où il appartient. Si votre partenaire rejetait votre douleur la plus profonde comme un inconvénient à sa célébration, auriez-vous la force de vous choisir plutôt que le mariage? Aimez cette vidéo si l'histoire d'Azel a résonné en vous et abonnez-vous pour plus d'histoires brutes et réelles sur les femmes qui refusent de rester silencieuses.